Bonsoir à toutes et à tous. On est dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pour parler du TFC pendant un peu plus d'une heure. Vous en avez l'habitude maintenant. Le rendez-vous, il est sur Facebook, sur la page lesviolets.com. Aujourd'hui, on a une belle petite équipe, encore une fois, puisqu'on attaque. On a lesviolets.com avec Anthony et JB à la technique. Comment ça va, les gars? Salut. Bonjour tout le monde, ça va bien. La petite dédicace du jour à Pascal Duprat. Pascal, les fourvoyeurs arrivent. Excellent. Trio magique, j'ai envie de dire, c'est Mehdi, Nathan et Vincent. Comment ça va, les amis? Ah bah ça va. Ils n'ont pas de micro. J'ai refait Ah. la piscine, machin, non. C'est pas mal. En défense, on a bien sûr Ladiste avec Yves. Comment ça va, Yves? Ça va, écoute, prêt à tacler à la carotide. Et on a un invité exceptionnel qui va faire toute l'émission avec nous aujourd'hui. C'est Jacques Bréda, l'ancien speaker du TFC. Comment ça va, Jacques? Ça va très très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette émission. C'est un vrai honneur pour moi. Eh bien, nous, c'est un vrai plaisir de te recevoir, en tout cas. Le programme aujourd'hui, il va être corsé, et ce n'est pas un jeu de mots, bien entendu. On va parler de la fin officielle de la saison avec l'officialisation de la descente en Ligue 2 du TF. Ensuite, on va se pencher sur quel TFC l'an prochain en Ligue 2. On continuera notre 11 de légende du TF du 21e siècle. Et là, Jacques, va falloir que tu nous aides. Et on terminera par une petite interview de Jacques Bréda. Et on finira par un quiz à la fin que Vincent nous a préparé. Voilà pour le programme, pour le topo. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tout moment sur Facebook. Vincent vous lira les réactions en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir avec nous. Voilà pour le programme. Tout le monde est prêt? Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Tout le monde est prêt? Ouais. Eh bien, on est parti, les gars. On va entamer, on va attaquer dans le dur de suite, puisque voilà, la fin officielle de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été actées par la LFP jeudi, suite aux décisions du gouvernement de ne plus faire de football professionnel jusqu'à septembre. Donc, on a un classement avec le PSG champion, Marseille et Rennes en Ligue des Champions, Nice, Reims et Lille en Ligue Europa, mais à déterminer pour Nice et Reims. Mais la vraie info qui est pour nous, c'est Amiens qui descend et Toulouse qui descend aussi officiellement cette fois-ci. Avant qu'on rentre vraiment dans les détails, quelle est votre première réaction par rapport à ça, les gars? Est-ce que vous trouvez que le fait qu'il est basé sur un coefficient, c'est mérité? Est-ce que vous voulez revendiquer les choses? Dites-moi tout. Mehdi, t'en penses quoi de cette officialisation? C'est peut-être la moins pire des solutions. Je ne vois pas autre chose à dire. De toute façon, il y aura toujours des clubs pour se plaindre et faire des recours. On en parlera sûrement après avec le TFC. Mais oui, moi, il me semble que c'est la moins pire des solutions et que sportivement, ne pas nier l'existence de ces 28 matchs-là est primordial. Donc, voilà, décision la moins pire possible. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit par la LFP, par Didier Quillot, c'est qu'ils ont pris pour eux la moins pire des décisions, parce qu'on avait vu que pas mal de présidents se donnaient à des scénarios plus loufoques la plupart du temps, les fameux playoffs d'Olas, la fameuse saison sur l'année civile de Rivière. Enfin, plein de choses ont été évoquées. Au final, on s'arrête à la 28e journée. Nous, on descend parce qu'on a un coef qui est de 0,46 points, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On ne mérite pas sur le terrain, mais il y a un mais. Olivier Sadran s'est donné le droit de peut-être faire un recours judiciaire par rapport à cette descente pour saisir les tribunaux. Et ça, on en avait déjà un peu parlé la semaine dernière quand Soukas avait réagi par rapport à ça, une réunion à la LFP. Ça a été encore une nouvelle fois un peu mal pris, mais est-ce qu'il n'est pas dans son rôle, une nouvelle fois, de chef d'entreprise, messieurs? Si, c'est tout à fait son rôle. Parce qu'il fait valoir ses droits, c'est tout à fait normal.
défend la position de son club. Et d'un point de vue juridique, comme le président Damien ou Olas, ils ont totalement le droit de manifester leur mécontentement face à la décision qu'a prise la Ligue. Après, s'il n'avait rien fait, il y aurait des gens pour dire qu'il est totalement désintéressé du club et qu'il ne cherche pas par tous les moyens à le sauver. Donc voilà, il est dans son rôle. Ouais. Ouais, c'est vrai que vous avez raison, il est dans son rôle. Et effectivement, je pense que s'il n'avait rien fait, tu le dis très justement, Nathan, je pense qu'on l'aurait critiqué. Après, maintenant, je dirais, on peut revenir sur le passé. Est-ce que ça l'est, est justifié, pas justifié? Est-ce qu'on doit faire un recours? Est-ce qu'on ne doit pas faire un recours? Il y a aussi l'avenir du club qui se joue maintenant. Et je crois qu'il faut maintenant qu'on pense à la préparation dès à présent de la saison prochaine. La descente en Ligue 2, elle est actée. Si le mois de mai, voire peut-être même le mois de juin, voire peut-être même le mois de juillet, le club est dédié uniquement au recours judiciaire, à négocier, pour se dire que peut-être on va encore se sauver, etc., on va mal préparer la saison prochaine. Donc moi, ce que j'appelle de mes voeux, Sadran avait raison jusqu'à présent, mais il faut que dès lundi matin, 9h, les gens qui sont au club, et donc Olivier Sadran et Jean-François Soucas, prépare dès à présent la saison prochaine, parce que le travail, il est titanesque. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on accepte et qu'on acte le fait qu'on soit en Ligue 2. Et a priori, on l'a dévoilé sur le site lesviolets.com, Jean-François Soucas accepte et acte la relégation en deuxième division. Est-ce qu'on vend ou pas le club? Avec quel entraîneur? Avec quel effectif? Commencer à s'activer sur des réseaux de recrutement de Ligue 2, chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent, puisqu'on est en Ligue 1 depuis 2003. Le travail, il est absolument titanesque au TFC, et pour éviter des saisons très compliquées, parce qu'on voit que les équipes qui sont reléguées, je pense par exemple l'année dernière à Caen et à Guingamp, ils ont galéré cette année, ils ont joué une bonne partie du temps comme Caen pour le maintien en Ligue 2, et ce n'est pas parce qu'on s'appelle Toulouse, qu'on aura peut-être un gros budget et qu'on descend en Ligue 1 qu'on jouera le titre l'année prochaine en Ligue 2. Oui, il y a du truc sur ce que tu dis est vrai, mais juste pour confirmer qu'on doit se tourner vers le futur, malgré qu'il y ait un recours juridique, le temps judiciaire est beaucoup plus long que le temps sportif, la reprise de la saison, etc. Donc on aura beau faire des recours, etc. On l'a vu avec Luzenac. On a acté qu'ils étaient je ne sais plus si c'est national en Ligue 2, 4 ou 5 ans après. Donc voilà, si c'est pour nous dire qu'on pourra rester en Ligue 1 dans 5 ans, ça ne sert à rien. Autant se tourner vers l'année prochaine, quoi. Après, est-ce que ce n'est pas des menaces d'Olivier Sadran qui ne mettra pas forcément en acte pour aussi dire à la FFF et à la LFP, bon, nous, on est prêt à le faire. Si vous ne voulez pas qu'on le fasse, on s'arrange. Je ne vous fais pas un dessin. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit je me donne le droit de réserve. Il n'a pas dit qu'il allait le faire. Sur les mots qu'il a donnés, il ne va pas se saisir de suite. Il se dit qu'il se donne le droit de pouvoir le faire. Ce qu'il faut aussi noter, et ce qui va être important, c'est que pour la Ligue 1, c'est acté. Donc, on aura 2 descentes. On a les champions patati patata. Du coup, 2 montées en Ligue 2, donc Lorient et Lens. Mais pour l'année prochaine, ce qui n'est pas encore acté pour la Ligue 2 et ce qui est en train de faire petit à petit son chemin, c'est qu'il n'est pas à exclure qu'on ait une Ligue 2 à 22 clubs. Car le président du PFC avait fait une intervention la semaine dernière par rapport à ça. Et d'un point de vue économique et par rapport au club de national et le statut professionnel, etc., il y a vraiment un gros manque à gagner. Et il n'est pas à exclure qu'on ait 22 clubs la saison prochaine en Ligue 2. Ce n'est pas fait. Attention, il faut qu'elle ait des nouvelles dates, même s'il y a la Coupe de la Ligue qui n'existera plus. Mais on va quand même tomber dans un championnat un peu particulier avec une descente aussi quand même particulière. Anthony, toi par rapport à ça, tu serais pour une Ligue 2 à 22 ou garder cette Ligue 2 à 20 clubs? Je serais plutôt pour la Ligue 2 à 20 clubs, puisque je ne vois pas pourquoi la Ligue 2 serait à 22 clubs et pas la Ligue 1 dans ce cas-là. Je pense qu'il faut quand même être assez régulier sur ce qu'on dit. Et une Ligue 2 à 22 clubs, bon, je suis d'accord que la Ligue 1 et la Ligue 2 ne sont pas comparables, notamment l'année prochaine avec les droits télé. Mais il faut quand même mettre un peu de logique dans nos décisions. Et je pense que je ne vois pas pourquoi, du moins, un club qui jouerait le maintien en Ligue 2, par exemple, aurait, parce que bon, s'il y aurait 4 places pour descendre à la saison prochaine, aurait plus de difficultés à se maintenir en Ligue 2 qu'un club qui veut se maintenir en Ligue 1 et qui aurait du coup moins de difficultés, moins de chances de descendre que ce club de Ligue 2, ce club de Ligue 2 là. Ouais.
Jacques, est-ce que tu as un avis par rapport à tout ça? Ouais. Ouais, bon, moi, pour revenir au départ, il y avait une situation qui était imprévisible et qui était complètement imprévue. Donc, par rapport à la situation sanitaire, il fallait prendre une décision au niveau du sportif, des dirigeants, supporters, préserver la santé de tout le monde. La Ligue l'a fait. N'importe quelle décision qu'ils auraient prise aurait été critiquable ou elle aurait pu être attaquée par rapport au règlement. Voilà. C'est pour ça que, par rapport à la décision de Sadran de peut-être attaquer la Ligue, moi, je dis plusieurs choses. La première, c'est que n'importe quelle décision, il aurait pu l'attaquer. Mais celle-là, il l'a attaquée parce qu'il y a un gros enjeu économique pour lui, maintien du club, tout ça. Et je pense qu'il est dans son droit. Il est dans son droit. Il est dans son droit. Et quand j'entends des consultants qui n'ont pas fait les beaux jours du football français, d'ailleurs certains, parce qu'ils étaient critiquables sur le terrain, ou le président de Montpellier, Nicolin, qui envoie un scud à Olivier Sadran. Alors moi, je défends personne et même si je peux défendre Olivier Sadran quand même, il y a des gens à côté de lui, non. Quand je vois qu'il lui envoie un scud, qu'est-ce qu'il aurait fait lui s'il avait été dernier du classement? Qu'est-ce qu'ils auraient fait les consultants s'ils avaient été dans un club, s'ils avaient été dernier au classement? Ils auraient fait pareil. Donc, n'en parlons plus. La Ligue 2 est actée. Enfin, moi, j'ai lu sur le violet.com tout à l'heure que Soukas avait écrit à ses joueurs que tout était acté. Allons-y maintenant, reparlons football. Il y a juste des choses qui me surprennent. C'est le retour aux affaires ces dernières semaines d'Olivier Sadran après un mutisme complet depuis des années. Et ça me surprend un peu. C'est que là qu'on voit qu'il y a un vrai enjeu économique et peut-être pas que sportif derrière tout ça. Mais il avait tout à fait le droit de dire ça et peut-être de mettre la pression. Alors peut-être qu'il était revenu aux affaires justement en pensant que les décisions allaient être un peu plus favorables pour lui. Je ne sais pas, je pose des questions. Et puis quant à la Ligue 2, à 22, moi je pense comme Anthony, je pense que si on met la Ligue 1 à 20, enfin on laisse la Ligue 1 comme elle est, la Ligue 2 on la laisse comme elle est, on repart avec l'addition de la Ligue, point barre. Surtout que si on fait un distinguo entre Ligue 1 et Ligue 2, ça ouvre encore plus un vide juridique pour que les clubs de Ligue 1 qui seront relégués attaquent les choses. Parce qu'en fait, ce qui choque les gens, c'est que ce soit Olivier Sadran qui soit monté au créneau, sachant que vu la situation du club, on savait tous qu'on était condamné à la Ligue 2. Oui. Mais si on se place dans un autre angle de vue et qu'on regarde du côté, par exemple, amiénois, qui était toujours à portée de vue pour pouvoir se maintenir et qui aurait pu se maintenir, là, ça choque personne quand la ville d'Amiens, la métropole d'Amiens porte l'affaire devant les tribunaux, puisque d'après les infos qui ont pu sortir, c'est ce qui aurait déjà été fait. Voilà, donc on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Soit on se dit, OK, c'est normal, 2 descentes, bon, ben tant pis, il y a eu 28 journées, on en reste là, et les 2 derniers descendent, mais les 2 derniers descendent partout, puisque c'est le cas dans le foot amateur, par exemple. Mais idem, Aulas a porté le pet sur les féminines en demandant pourquoi le PSG était champion de France chez les hommes, alors que Lyon n'est pas champion de France chez les filles et que le titre ne sera pas attribué. Voilà, donc le problème de la Ligue, de la Fédé, etc., c'est de ne pas parler d'une seule voix, de ne pas avoir une seule décision, quels que soient les niveaux et les catégories. Et ça rajoute de la cacophonie ambiante et ça participe à l'absence de sérénité dans ce passage, en fait. Je pense que le foot français, d'ailleurs, aura du mal un petit peu à s'en relever. On savait déjà, parce que vous parliez de Nicolin et Sadran, mais Nicolin et Sadran, ça date encore de l'époque en 2016 où Sadran avait claqué la porte du conseil d'administration, je ne pas. Et depuis, le football français est déchiré. Et je pense, et d'ailleurs c'est même sûr, que cette nouvelle étape ne va pas réunir les différentes familles Ligue 1, Ligue 2 et même au sein de la Ligue 1, au sein de la Ligue 2 du foot français. Et forcément, ça aura des conséquences sur la répartition des droits télé, sur l'avenir. Et on voit déjà la Ligue qui veut se reformer avec peut-être des dirigeants un peu moins éparpillés, parce que là, il y a Nathalie Bois de la Tour, puis il y a Didier Quillot. Ça envoie l'un scud l'autre. Enfin, c'est Aulas qui ouvre sa gueule. Enfin, c'est habituel. C'est ridicule et je pense que ça agace tout le monde un petit peu. Et je pense qu'au TEF, on devrait quand même. Je comprends effectivement certains supporters qui disent en fait, on n'a pas à critiquer Sadran et il faut qu'on fasse ça. Mais je pense qu'il faut qu'on prépare la saison prochaine parce que la saison prochaine, au mois d'août, on sera en Ligue 2. Vincent, tu avais des réactions à nous faire parvenir. Oui, c'est un thème qui fait pas mal réagir. Parmi les quelques déclarations, il y a des supporters qui sont contents car au moins il y aura des derbys plus proches avec Rodez et pourquoi pas Pau.
Il y a pas mal de gens qui réclament un nouvel entraîneur et qui citent Pélissier, qui revient beaucoup en commentaire. Et aussi, Ça, il y a un mort, commentaire. C'est mort. Hein. Oui, Il a prolongé. c'est mort, mais bon. Jusqu'à Et ici, il 2024 ne va à pas Lorient. venir se mettre dans cette galère. Hein. C'est sûr. Et dans les deux petites choses, il y a Thierry Moreau qui demandait si Sadran allait tenir sa promesse de garder tous les joueurs, même si ça descend en Ligue 2. Et d'autres personnes qui réclament Jacques Bréda comme président du TFC. Alors là, je dis non, je ne vais pas aller dans la galère non plus. Jacques, J'ai pas assez d'argent. À 20 millions, Sadran, il lâche le club, Jacques. Donc là, c'est bon, c'est dans tes cordes. Hein. Il faudrait que je fasse un emprunt. Non, mais tout ça manque de cohérence quand même. Vous le disiez, tu disais, Yves, tout ça manque de cohérence. À un moment donné, cette semaine, je me suis demandé, ces derniers jours, je me suis demandé s'il y avait quelqu'un qui dirigeait la Ligue de football française. Quoi. Et Kyo et la dame, etc. Tout le monde avait disparu des radars. Ouais. Et c'était les quatre là qui étaient avec les diffuseurs, les autres qui pouvaient faire. Voilà, ça manque de cohérence et il faut que quelqu'un tape du poing sur la table et dise maintenant, les gars, les présidents, vous faites votre boulot. Reparlons football et tournons-nous vers la saison prochaine parce que justement, juridiquement, ça va aller si ça va très très loin, ça durera trop longtemps. Donc de toute façon, repartons au boulot. D'ailleurs, pour parler football, on n'a toujours pas de date officielle de reprise. On ne sait toujours pas quand la prochaine saison va reprendre. Mehdi, tu voulais ajouter un truc, ouais. Ils espèrent reprendre fin août sur ce que tu disais, Camille. C'est une espérance, il n'y a pas de date encore. Et juste une préparation avant aussi. Hein? Une préparation avant aussi. Oui, il y a la prépa à faire avant, bien sûr. Juste la Ligue 2 à 22 clubs, je veux revenir là-dessus parce que c'est complètement différent de la Ligue 1. Parce que quand tu passes du Ligue 2 au National, le National est une division un petit peu bâtarde où les clubs gardent leur statut professionnel, mais il est en suspens. Ce qui fait que c'est très, très précaire pour les clubs qui restent en National. Et donc, voilà, les descentes ça peut être la mort des clubs et c'est pour ça qu'ils y réfléchissent encore. Et je pense que c'est pour ça qu'ils prennent toutes les précautions. Et voilà, ils ne veulent pas que c'est Orléans et je ne sais plus, j'ai plus le nom du second. Pourrissent un petit peu en national et le Mans. Orléans et Le Mans. Ouais. Et d'ailleurs, il y a le Gret qui a le projet de faire la Ligue 3, enfin la Ligue 3, enfin la nationale, du coup, professionnelle pour justement empêcher un peu tout ça. C'est le grand projet. Mais c'est déjà une vaste fumisterie. C'est comme quand on parlait. C'est économique, pour moi. C'est comme quand on parlait au moment du basculement du rugby en professionnel. Tu avais plus un joueur en top 16 à l'époque qui travaillaient à côté, ils étaient déjà professionnels. Et en national, les mecs sont déjà professionnels. Il y en a très, très peu qui bossent à côté. Il faut arrêter de se mentir. En général, les mecs qui ont des boulots, c'est des boulots aménagés, c'est des emplois semi-fictifs dans les mairies, etc. Donc, voilà, il faut arrêter de se mentir. Et voilà. C'est justement ça, c'est-à-dire qu'ils ont la vie des joueurs professionnels, mais les clubs n'ont pas le statut, donc il n'y a pas forcément les centres de formation, etc. Donc, pas les mêmes subventions aussi qui sont données. C'est une question de subvention, c'est juste une question économique, il ne faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher plus loin. En plus, pour terminer sur cette ligue, on va clôturer sur ça, c'est même si la ligue vote la Ligue 2 à 22, d'accord, l'unanimité est votée, la FFF peut dire non, on ne veut pas, et ce sera la FFF qui primera dessus. Donc, on est dans un merdier total. On ne sait pas forcément où on va. En attendant, nous, on sait qu'on va en Ligue 2 et qu'il y aura des derbys comme la Sony 25 qui sont proches. Franchement, d'aller à Orléans ou Le Mans, personnellement, en tant que supporter du TEF, on s'en fout un peu. Quoi. On a Pau qui monte déjà, ça nous va très bien. Quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Pour continuer sur la Ligue 2, on va essayer de se poser la question quel TFC, quelle base garder, que faire Non, pardon. Non, on va pas faire ça, pardon, j'ai oublié un truc. Avant de ça, tu avais des infos sur les féminines, JB, désolé. Par rapport à la descente des féminines en D2, en DH. Remets-toi dans l'émission, là, Camille. Ouais. Il était déjà en déplacement à Clermont Foot, lui. Je vais boire un verre d'eau. Je te laisse y prendre la main. Je me ressaisis. T'es pas habitué à l'eau. Il faut quand même rappeler que le club fait un doublé, une double descente. En tout cas, pour l'instant, les professionnels descendent en Ligue 2. Et donc, les féminines descendent aussi. Elles étaient en deuxième division.
Et il se dit, il n'y a pas encore l'officialisation, mais il se dit dans les hautes sphères du club que le club aurait fait appel auprès de la FFF pour que les féminines puissent éventuellement rester en deuxième division, parce que là aussi c'est très flou, il y a une histoire de quotient, il y a aussi un micmac pas possible, donc il y a un appel. Donc officiellement pour l'instant, les féminines ne sont, il y a aucun texte au niveau de la FFF et le TFC n'a pas communiqué sur une descente officielle des féminines, et je pense que là aussi ça va se régler dans les bureaux. Voilà. Je ne sais pas si Cam est toujours là, il bug un petit peu. Cam, est-ce que tu es là? C'est bon? Ok, voilà. Oui, ça a lagué, mais j'ai tout entendu. C'est tout. Du coup, après cette info, on va pouvoir du coup enchaîner sur la Ligue 2 et quel effectif, mais quelle structure du club. Je vous propose qu'on parte de tout en haut et qu'on descende vers les joueurs. Tout en haut, la première question, c'est est-ce qu'Olivier Sadran sera toujours l'année prochaine ou est-ce que la vente du club est de nouveau mise à jour? Là-dessus, il n'y a aucune info. Pour l'instant, à date d'aujourd'hui et à toutes les infos qui tournent, c'est Olivier Sadran toujours président la saison prochaine pour le moment. Donc, on repartirait avec monsieur Olivier Sadran, avec monsieur Tsoukas. Donc, il y aura Soukas, les amis. Avec monsieur Zanko. A priori, ça, c'est ce qui avait été annoncé quand Zanko était arrivé, de toute façon. Qui repartait pour le projet. Et puis, pour trouver un entraîneur sur le marché à ce moment, ça va être très compliqué. Il y a celui de Chambly là, qui est parti. Attendez. Non, mais ça, c'est la vraie question. C'est avec quel entraîneur? Tu ne construis pas ton mercato sans savoir ton entraîneur. Zanko, il a une expérience déjà en Ligue 2. Il a entraîné Le Mans et Laval en Ligue 2. Mais il y a des entraîneurs qui sont sur le marché. Je vais vous en citer un. Vous faites ce que vous voulez, débattez. Philippe Montagnier, avec Michael Debrec en adjoint. Roland Courbis, pourquoi pas aussi. Non, mais... Moi, je pense personnellement que si Sadran reste, Zanko reste. Sadran... Ouais, moi, je pense que si Sadran reste, Zanko ne bougera pas. Comme l'a dit Yves, c'est qu'il a été là un peu en soldat et que, comme il connaît la Ligue 2, il fera avec ça. Il ne va pas prendre de risques. Vu le merdier de la pandémie en fait, qu'il y a, du virus, qu'on est vraiment dans le flou, je pense qu'il ne prendra pas le risque d'aller chercher un nouvel entraîneur. Par contre, s'il y a vente du club, s'il n'y a plus Sadran, je ne suis pas sûr que Denis soit violé l'année prochaine. Mais qui? Là, par contre, je ne sais pas. Après, c'est personnel, je n'engage à rien. Il y aura Zanko, il ne sera pas entraîneur, ça c'est sûr. C'est beaucoup trop de projections là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, les infos qui sont là, c'est qu'Olivier Sadran est là et Olivier Sadran serait là la saison prochaine. Et dans la mesure où Olivier Sadran serait là, après les discours qu'il a tenus lors de l'intronisation de Denis Zanko, etc., c'est que Denis Zanko resterait entraîneur du TFC. Ce serait la tendance actuelle sur ce qu'on peut savoir qui se passe au sein du club. Après, la vérité, aujourd'hui, où ça vient juste d'être acté, la fin du championnat, etc., où personne ne s'est penché sur rien, et avec le déconfinement qui arrive dans une semaine, je pense qu'on en saura plus d'ici 15 jours. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment beaucoup trop de projections pour pouvoir même en faire, parce qu'il y a tellement d'inconnus que ça s'apparente à de la voyance. Il y a juste une chose sur le club et sur la Ligue 2. JB, je ne sais pas si tu peux me confirmer, mais le club coûte moins cher que si on avait été maintenu en Ligue 1. Donc, c'est plus facile à vendre. Ah oui. Ouais. Il y tient, mais c'était sa théorie il y a 8 mois. Je me rappelle, il avait sorti ça il y a 8 mois dans l'émission. C'était sa théorie déjà à l'époque. Ça dépend. Quand on est le vendeur, on préférerait le vendre qu'il soit en Ligue 1 quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais dans la situation actuelle, maintenant, c'est plus facile pour un acquéreur de venir. Le prix est plus bas. Le prix est un peu plus confiné, oui. Le prix. Vu le vendeur, c'est pas certain que le prix soit plus bas. C'est pas de solde. C'est vrai. Non, mais je pense, désolé les gars, mais je pense que faire des projections aujourd'hui sur ce que va être le club en Ligue 2 l'année prochaine, c'est juste impossible, y compris même sur les joueurs qu'on va garder, pas garder, etc.
mis à part ceux qui sont en fin de contrat et que peut-être on peut dire ils vont partir. Ce qu'a dit Soukas en disant ceux qui vont nous quitter, d'ailleurs, il leur a pas dit on se reverra, il a dit sur la lettre ceux qui vont nous quitter, bonne continuation et on convoquera les autres. Enfin, bon, à mon avis, c'est tirer des plans sur la comète de voir aujourd'hui ce qui va se passer en termes de. Moi, je pense que le président, ça sera Sadran, mais parce que là, ça va être trop compliqué, ça va être trop court pour vendre avant le début de la saison. Ça se prépare beaucoup pour avant, à moins qu'il ait déjà tout dans les cartons. Hein, mais pour l'équipe et pour l'entraîneur, ça me paraît très. Et puis après, dans le reste du club, quid de la com, pour avoir les infos, pour le moment, il y a Sadran et une fois de temps en temps Soukas. Après le reste, ça ne bouge pas beaucoup. Il suffit juste pour revenir sur la com, on ne l'a jamais évoqué depuis le début du confinement. Mais si on regarde la page Facebook, alors je n'ai pas regardé tous les clubs, mais la plupart des clubs communiquent sur des choses. Je ne sais pas, moi, ils remontrent des matchs de certaines années, etc. Nous, on n'a rien. Le TFC, il n'y a rien. On ne communique jamais là-dessus. Il n'y a rien du tout, mais vraiment rien. C'est pour ça que j'en parle. Sur Instagram, on fait des économies. Trois petites choses quand même. On fait des économies pour la Ligue 2. Ils sont tous au chômage partiel. C'est toujours ça de gagner. Ouais. Chômage partiel. Ils sont au chômage partiel, mais c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Le club est en vase clos et j'espère que les prochaines semaines, ils vont avoir un éclair de lucidité et de se dire il faut qu'on s'ouvre et qu'on se reconnecte à notre base parce que sinon, ça va être catastrophique. C'est catastrophique. C'est cette communication depuis des semaines, des années auprès des supporters, elle est catastrophique. Voilà. Comme tu dis, Mehdi, moi, quand je vois même le président Johannin qui, dès jeudi soir à 21h, était en direct sur la page Facebook du club d'Amiens pour réagir à la descente et annoncer ce qu'il voulait faire, etc. Mais tu as l'impression que faire ça avec Olivier Sadran, c'est-à-dire qu'on est à 20 ans de ça, c'est-à-dire qu'on est à… ça semble impossible. Et pourtant, c'est le message direct aux supporters, c'est la voie de communication. Mais ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Dans le même temps, Johannin n'a pas la même relation avec les supporters qu'Olivier Sadran. Olivier Sadran sait très bien qu'aujourd'hui, s'il ouvre une page Facebook, ça va être torrent d'insultes, etc. derrière. Il va falloir modérer au taquet. Donc voilà. Et avec puis, Sadran, je ne suis pas sûr. Ça aurait été Soukas peut-être, mais Sadran, Après, il faut savoir raison garder, et des deux côtés, à mon avis. C'est ça. Il faut savoir raison garder au niveau des supporters, etc. Moi, j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui travaillent au TFC qui vont être peut-être dans la mouise économiquement, parce qu'il y en a certains peut-être qui ne vont pas être gardés et tout ça, puisqu'on descend en Ligue 2 et chaque fois, on épure un petit peu les effectifs aussi dans l'administratif. Voilà. C'est sûr que la com, moi, je trouve que la com est catastrophique depuis des années, c'est sûr. Mais après, moi, je pourrais avoir des griefs et puis balancer aussi. Je ne balance pas parce qu'il faut respecter tout le monde. Respectons tout le monde. Le président, voilà, il a sa manière de penser, il a sa manière de réagir. Je suis d'accord avec toi, JB. Il y a d'autres présidents qui montent au front et qui donnent des informations. Lui, il ne l'a jamais fait. Il ne va pas commencer maintenant. On est d'accord. Non, mais un simple communiqué du club. Un simple communiqué comme ils ont pu faire, même si c'est un peu vague et général, ça aurait le mérite d'être fait. Après, on aurait dit que c'était mal fait. Mais regarde, les seules sorties qu'il y a eu du club, ils se sont fait tomber dessus par tout le monde. Je ne dis pas que c'est immérité, hein. Mais donc au bout d'un moment, ils n'osent plus rien dire et ils ne disent plus rien. Et quelque part, si c'était ne rien dire pour travailler derrière et revenir plus fort, je tirerais mon chapeau. Maintenant, je ne suis pas convaincu que ce soit pour travailler proprement que ce soit fait. Et voilà, de par l'expérience qu'on en a avec ce club, je ne suis pas convaincu que ce soit pour travailler et remettre le collier sur les bœufs pour essayer d'avancer. Mais là, c'est pareil, hein. Tant que tu es dans l'incertitude que tu ne savais pas, qu'est-ce que tu veux dire et annoncer. Et après, il y a aussi un autre détail, c'est que s'ils ont mis tout le monde en chômage partiel, tu n'as pas le droit de décrocher ton téléphone pro, ouvrir ton mail. Tu n'es pas censé le faire. Donc, et le club ne peut pas te le faire, sinon le statut de chômage partiel saute. Donc voilà. Après, maintenant, les choses sont actées, les choses sont définitives. Voilà, ça s'est fait là jeudi, vendredi était férié et c'est un jour férié où personne ne peut travailler le 1er mai, hein, sauf les fonctions régaliennes de l'État.
après le reste du temps, voilà, on verra lundi. Normalement, lundi devrait être sur le pont et on devrait enfin recevoir de la communication de la part du club. Si lundi, il n'y a toujours rien qui se passe, là, on pourra se poser des questions. Après que personne ne s'exprime tant qu'on ne savait pas exactement ce qui allait être fait, voilà. Après, ce qui est malheureux, c'est que il n'ait pas pris les choses en main pour t'exprimer avant d'envoyer des messages de partout et que ces messages-là fuitent, alors qu'il savait très bien que ces messages fuiteraient parce que on sait très bien que ça fait un moment que tout le monde à plus ou moins différents niveaux a des griefs envers le club et que donc rien ne pourra rester secret dans le club tant que les gens ne seront pas auront des griefs et des remontées contre ça. Donc voilà, c'est un manque d'intelligence dans la gestion de la communication de ne pas avoir communiqué avant. Après, c'est pas scandaleux de rien avoir dit tant qu'on ne savait pas où on allait. Voilà. Ouais. Et seuls leurs quelques jours quand même. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Yves, notamment sur le fait qu'ils ont envoyé un message, par exemple, aux partenaires du club, ce qui est très bien, on ne va pas leur reprocher ça. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est que dans le même temps, ils n'ont rien envoyé aux supporters, ne serait-ce qu'un message de remerciement. On attend la suite des choses pour vous tenir au courant. Voilà, donc encore une fois, on va dire que les supporters sont la dernière roue du carrosse et je trouve ça dommage de ne pas faire… chaque partie du club ne soit pas avertie de la même façon, même si, je l'explique encore une fois, je le dis encore une fois, c'est vraiment bien qu'ils aient envoyé un mail aux partenaires, mais c'est dommage de pas harmoniser tout ça et de mettre aussi les supporters, un petit mot pour les supporters. Mais ça, il n'y a pas qu'au TFC. Tu remarqueras que la Ligue n'a absolument jamais, ou la Fédération n'ont jamais abordé la question des supporters, que ça a toujours été l'axe droit télé, mais les supporters, c'est la dernière roue du carrosse. Alors, quand c'est la dernière roue du carrosse, on ne va pas s'attendre à ce que le TFC soit en pointe, vu sa gestion des supporters depuis quelques années. D'accord. Dommage. C'est ça, c'est dommage. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est regrettable autant au TFC que dans tous les clubs qui ne le font pas. Je ne prends pas l'exemple du TFC spécialement. C'est vraiment tous ceux qui le font et qui ont plus de facilité à réagir quand ça tourne autour des partenaires plutôt qu'autour des supporters, alors que les deux sont vraiment importants dans la vie d'un club. Voilà, c'est ce que je veux pointer du doigt. Vincent, tu avais une réaction sur les réseaux. Ouais, il y a pas mal de réactions par rapport à ce débat-là. Il y a même des noms de joueurs qui commencent à être cités parmi les partants. Les rumeurs vont bon train niveau mercato. J'avais une question qui était posée par Lounès Lebrun qui est assez intéressante sur l'évolution du budget en descente en Ligue 2. Enfin, avec la descente en Ligue 2, de combien le budget baisserait par rapport au budget actuel, pour donner une idée? Il baissera forcément, mais il ne baissera pas forcément dans des grandes proportions parce que quand tu descends de Ligue 1 en Ligue 2, tu as ce qu'on appelle, tu vas toucher déjà les droits télé quand même de cette année et tu vas avoir un parachute. C'est-à-dire que tu vas toucher une certaine somme d'argent pour t'aider à te relancer. Voilà, exactement, à te relancer. Et le TFC touchera le maximum puisqu'en fait, c'est basé sur le nombre d'années passées en Ligue 1. Donc, on va toucher une belle somme. Je crois même que ça a évolué très récemment parce qu'avec l'augmentation des droits télé, ils ont augmenté ce parachute. Donc, il y aura forcément une baisse. Mais tu vois, un club comme Lens, alors c'est Lens, mais un club comme Lens avait cette saison 35 millions d'euros de budget en Ligue 2, ce qui représente, c'est le même budget que le TFC en Ligue 1. Donc, peut-être que ça tournera autour de 25-30 ou entre 20 et 30, c'est quasiment sûr pour le TFC. Il n'y aura pas divisé par deux. Sachant que Lens ne bénéficiait plus des parachutes, etc. Puis ça faisait un moment qu'ils étaient en Ligue 2 déjà. Hein. Exactement. Lens, notre club satellite, c'est ça les gars? Si je ne me trompe pas, le fameux grand partenariat du grand club européen. Il n'était pas avec City, il était avec Lens. En fait. Exactement. Trêve de plaisanterie. Par rapport aux joueurs, ce qu'on peut presque affirmer, c'est les prêts qui vont se terminer, qu'on ne va sûrement pas revoir les joueurs, peut-être à part certains cas. Kalinic, à mon avis, ça ne devrait pas être relancé, ou peut-être, comme il y a l'Euro en 2021. C'est ça, il voulait se relancer pour l'Euro 2020, donc pour 2021, c'est bon, il peut rester un an de plus. Il ne restera pas en Ligue 2. Il trouvera bien un club de Ligue 1 pour aller jouer par là, ça, il ne faut pas rêver. Il n'y a aucun joueur en prêt qui restera. Bon, ben voilà, comme ça, c'est réglé, c'est carré. Merci JB. Mais vu les salaires des joueurs prêtés aussi, c'est tout à fait normal. La plupart
ont des gros revenus. Et quand tu es en Ligue 2, souvent, tu baisses tes salaires. Je ne sais plus ce que c'est, mais c'est obligatoirement de 20%, il me semble, quelque chose comme ça. Et ces joueurs-là qui touchent vraiment beaucoup en Ligue 2, ce n'est pas possible. Oui, c'est des accords selon la convention collective. Il faudrait aller fouiller dedans, mais c'est encadré. C'est encadré. Ouais. Donc, en joueurs prêtés, on va les lister rapidement. On a Kalinic, on a ici Matmirin. Vainqueur. Makengo. C'est bon. Et c'est tout. C'est tout. C'est les 4. Et fin de contrat de Yaya Sanogo. C'est ça, j'allais venir. Et on a les fins de contrat. Donc, Dosevia est prolongé d'1 an. Donc, ce n'est plus un fin de contrat. Donc, on a Yaya Sanogo. Il y en a un autre, non? Non, c'est tout. J'en avais vu 3. Bon, ok, bon, d'accord. Tu as les jeunes, tu as Corredor et Sana, les 2 jeunes. Ah oui, c'est ça, oui, ok. J'ai confondu. Après, on en a certains comme Gradel. Va-t-il rester en Ligue 2? Impossible. Mais non, il y a quand même des départs. Sadran, il va vouloir garder tout le monde. C'est impossible, ne serait-ce qu'économiquement. Il y a des salaires comme Gradel, Sangaré en Ligue 2. Ça semble très compliqué de les garder, que ce soit pour eux aussi. De toute façon, Sangaré, c'était la valeur du club qui était prévu de partir cet été pour équilibrer les comptes. Je vais vous poser une question. Vas-y. Je vais vous poser une question simple. Vous gardez qui en priorité? Déjà, il faut partir sur une base de jeunes. Alors, la quasi-totalité des jeunes, je ne pense pas, parce que forcément, il va y avoir des clubs intéressés qui vont essayer de les récupérer, mais vraiment partir sur une base solide, comme on avait fait à l'époque des Pitchforks, que ce soit les Koné, Diakité, Goncalves, Ngoumou, Antiste. Ça peut vraiment être une base solide pour un renouveau dans ce club-là, avec un Boigard en plus qui est pas forcément aujourd'hui considéré comme un jeune, mais qui peut vraiment être une sorte d'encadrant, d'ex-jeune qui peut vraiment les prendre sur son aile. Et voilà, donc je partirai vraiment sur une base de jeunes et derrière avoir des joueurs impliqués dans le club qui n'ont pas forcément qui ont toujours été là quand on avait besoin d'eux, comme je prends l'exemple de Gabrielsen qui quand même a dit qu'il était quand même attaché au club, qui a fait des prestations globalement satisfaisantes depuis qu'il est arrivé. Et je pense que ça peut vraiment être une plus-value dans cette défense en Ligue 2, aux côtés d'un Diakité, par exemple. Et après, je garderai… moi, René, j'aurais vraiment envie. Après, est-ce qu'il restera en Ligue 2? Je ne pense pas. Mais avoir ce côté-là de leader qui peut un peu secouer son équipe quand ça ne va pas, je pense que ce serait aussi une belle plus-value. Et après, par exemple, Silla qui est toujours là, qui a toujours fait le taf depuis maintenant 5-6 ans qu'il est au club. Grosse Donc voilà, moi je partirais vraiment sur cette base-là. Grosse cote en Allemagne pour Isiaga Silla. Chier. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait je te rejoins un peu, Nathan, dans les joueurs que tu as plus ou moins cités, mais une colonne vertébrale. Je pense qu'on peut en garder une colonne vertébrale. Quand tu entends Boigard, Gabrielsen, Diakité, René, et je rajouterais même Leia et Seka, parce que pour la Ligue 2, je pense que ça peut faire le boulot. Si on construit autour de ces 5 joueurs, plus de 3 autres, et de quelques recrues, des vrais renforts de joueurs, on va dire, expérimentés de Ligue 2, et plus les jeunes, comme tu as cité, des Goncalves, des Giannis Antiste, un Ngoumou aussi, un Editaoui, je pense que ça peut vraiment recréer une espèce d'osmose et quelque chose qui peut être chouette parce qu'on aura des joueurs du club, recréer quelque chose de sympa et voir après, pour remonter, on va dire, rapidement. Après, la Ligue 2, c'est pas le même championnat, c'est un championnat très physique, très dur. Ça va être peut-être aussi un peu compliqué. Gabrielsen, il va se régaler. Jacques, toi, est-ce que de ton point de vue de supporter, tu garderais qui qu'est-ce que tu… Moi, je suis d'accord avec l'ossature que tu as donnée, là, hein, René, Diakité, etc. Mais il est impératif de garder des joueurs d'expérience quand même, parce que tu l'as dit, hein, c'est la Ligue 2, les gamins, ils vont se faire, démonter, quoi, hein, sinon, hein, et il faut qu'on ait des gars qui soient solides mentalement, etc. La Ligue 2, c'est extrêmement difficile. Et c'est une saison qui est aussi très, très longue. Donc, c'est pas ce que nous ont montré les gars cette année qui est de bon augure pour même la Ligue 2. Et même la Ligue 2. Vas-y, finis. Parce que dans la Ligue 2, il faut être encore plus battant. On est sur des standards de match qui sont très, très, très physiques. Et c'est pour ça, pour aller dans ton sens, Jacques, qu'un Baptiste René
qui a quand même vécu 2 années très compliquées. Il a fini la première saison numéro 2 derrière Goycochea. Cette année, il s'est fait virer par Kalinic. Vous connaissez les raisons, il a été blessé, etc. Dans un championnat où ça peut rapidement mal tourner, c'est-à-dire que si les premiers résultats ne sont pas bons, si on se retrouve 14-15e, on va avoir besoin d'un mec qui soit à 100% et qui connaisse le championnat, etc. Est-ce que Baptiste René, oui, il a les qualités pour jouer en Ligue 2, mais est-ce que mentalement, il est prêt à ce championnat très, très compliqué et peut-être un championnat beaucoup plus compliqué que ce qu'on vient de vivre mais tu gardes qui alors? Tu recrutes? Ah bah, Qui? Parce qu'un gardien de Ligue 2. On a Goicoechea dans l'effectif quand même. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est le joueur que JB voudrait? Non, je pense que non. Tout le monde répondra non, mais il est là. Et, je vais vous citer un joueur, mais il n'y a pas d'info ni rien, mais un joueur que j'aimerais beaucoup, qui connaît la Ligue 2, qui a vécu déjà une montée en Ligue 1, qui pourrait même être accompagnement en Ligue 1, peut-être un peu cher et on verra s'ils le vendent, mais pour moi, ce serait Régis Gertner, Damien. Si Amiens descend, à mon avis, il cherchera peut-être plus une Ligue 1 ou à rester à Amiens. Bon, après, je dis ça, j'en sais rien. Mais... Probablement. Mais, Dans les cadres à garder, il y a des joueurs qui ont connu la Ligue 2. Il y a notamment Steven Moreira, il a connu la Ligue 2. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est le genre de joueur qui fera sûrement le boulot et voilà, qui sûrement fera le taf. Sur la fin d'année, il était peut-être un petit peu mieux qu'au début de la saison et que l'année d'avant. Il aime le combat physique. Voilà, il aime ça, bon, pourquoi pas, quoi. Il aime, pourquoi pas. Et encore une fois aussi, pareil, Dosevic, je sais pas, à part un départ peut-être dans un pays un peu exotique, bon, mais en Ligue 2, ça le fera peut-être aussi, quoi. Le problème de Dosevic, c'est son salaire. Ah, ouais. Et sa motivation. Et sa motivation, tu as raison. Il faut vraiment des mecs revanchards pour repartir l'an prochain. Après, il va falloir avoir que ce soit à l'image de Saïd, d'un Dosevic, que ce soit des mecs qui ont envie de s'investir dans ce projet-là en Ligue 2. Il va falloir surtout des milieux, comme disait Jacques, avec de l'expérience et des gros travailleurs. Un fameux Cahuzac, bon, on va pas refaire le débat, mais quand il est parti à Lens, quand Lens l'a recruté, je pense aussi que c'était pour ça, un mec qui était solide dans le vestiaire, qui avait cette expérience de Ligue 2 et ce mental de guerrier. Il va falloir qu'on aille choper ce genre de profil et pas des William Bunker. On va récupérer, on l'oublie. Alors, on va voir, mais il est probable qu'on récupère quand même dans l'effectif le meilleur joueur de Ligue 2 d'il y a 2 ans, John Bostock. Oh putain, c'est vrai. Et oui, qui est prêté, qui n'a pas joué de la saison, qui a fait 4 matchs avec Nottingham Forest. Il est prêté. Alors, il y avait eu un souci avec le TEF cet hiver. Est-ce qu'il devait être prêté à Charlton? Et finalement, le TEF n'avait pas répondu aux sollicitations. Donc, ça avait un peu agacé l'agent de Bostock. Mais on peut récupérer un milieu de terrain qui connaît la Ligue 2, qui a performé en Ligue 2. Ça peut être une des premières recrues du TFC, John Bostock. Est-ce que ce ne serait pas l'archétype du vrai bon joueur de Ligue 2, quoi, celui qui a toujours des complications à passer des paliers pour jouer en Ligue 1? Et comme ce qu'a dit Yves sur Mathieu Dosevi, est-ce qu'il a encore la tête au TFC? Est-ce qu'il a envie de jouer? Comment il est physiquement après une saison sans avoir joué? Ouais, c'est compliqué. Vincent? Au milieu, il y a des joueurs. Juste avant, Vincent, au milieu, il n'y a plus personne. Entre les prêtés, Sangaré qui risque de partir. Kalidou Silibé. Ouais, mais c'est jeune. L'année, lui non plus. Il n'a pas été drafté par les Boston Celtics? C'est moche. C'est moche. Mais il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a un Thomas Mangani aussi à Angers qui est en fin de contrat. Ils veulent le prolonger. Ils veulent le prolonger, mais tu vois, ça, je pense que c'est des petites idées qui peuvent être aussi intéressantes. Alors, à challenge identique, je ne vois pas un mec venir se foutre dans le merdier du TFC. Mais il y a des choses qui vont changer, Yves. S'ils veulent des joueurs, il y en a plein. Hein. En milieu, il y a plein de bons petits joueurs pour jouer la montée. Vincent, il a des réactions, les gars. Ouais, j'aime ton optimisme d'abord, Camille. Je voulais le souligner. Dans pas mal de commentaires, on se projette sur les joueurs, sur les départs. Le poste de gardien pose pas mal de débats. Beaucoup de personnes sont d'accord pour dire que la Ligue 2 est un championnat très dur, qu'il va falloir recruter dans ce sens-là. Ils disent un pilier par ligne minimum. On a aussi, tout le monde y va de son petit joueur, soit en fin de contrat, soit bas de tableau Ligue 1, soit des joueurs rodés pour la Ligue 2 pour renforcer. Et il y a quelques personnes qui suggèrent d'aller voir du côté de Rodez, pourquoi pas. Par exemple, Hugo Bonnet qui marche bien cette saison. Et on a aussi Maxime Mako qui propose de recruter des joueurs du côté de Saint-Privé-Saint-Hilaire.
Bon, en tout cas, n'hésitez pas à réagir, Vincent. JB a pris les numéros dans le vestiaire. Vincent, Et lis vos réactions. j'ai une question sur le retour de Moubélé aussi. Non, il a dit qu'il ne jouait pas en Ligue 2. Ah, il a dit Ah oui, qu'il c'est vrai. Ça, c'est une perte. Hein. Ça, c'est une vraie perte. Les gars, je pense qu'on a fait le tour par rapport à tout ça. Déjà, on va commencer par remercier aussi tous les gens qui nous suivent, parce que vous êtes nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Donc, continuez à poser des questions, à réagir. Vincent, check tout ça. On va partir sur le 11 de légende qu'on a commencé la semaine dernière. Alors, Jacques, je t'explique. C'est le 11 de légende de l'ère Sadran. Donc, j'ai entendu samedi dernier, là, j'ai suivi samedi dernier déjà. Ouais. Est-ce que tu étais d'accord avec nous sur les choix que nous avons effectués du gardien? Rappelle-moi parce que moi, je m'en suis fait une équipe. Mais vas-y, rappelle-moi les choix déjà. Alors, nous, on avait mis Revaux, Prunier et Aymen Abdenour pour nos 3 premiers joueurs. Est-ce que tu étais d'accord avec ce choix? Alors, sur Revaux, dans les buts, oui, sans problème. En plus, j'ai un code d'amour particulier pour Christophe. Voilà. Je le raconterai peut-être tout à l'heure. Bon, après, derrière, j'avais mis Carasso aussi, qui était pas mal. Ali et Herman. Après, derrière, moi, en défense, j'avais choisi 4. J'avais mis Aurier, Cheto, Prunier, Mathieu. Ah, il a mis Cheto à la place. Ouais, c'était le débat qu'on avait la semaine dernière. Est-ce qu'on mettait Cheto ou Abdenour? C'était le grand débat. Je trouve que Abdenour était très spectaculaire, très très bon, etc. Mais je trouve que Cheto était beaucoup plus constant. Ouais, ça se défend. Ça se défend. Après, on s'est basé que sur la période où il jouait au TFC. Hein. Et Abdenour, la période où il a joué au TFC, c'était quand même parmi les meilleurs défenseurs du championnat de France. C'est sa meilleure période aussi. On est d'accord. Après, il s'est écroulé. Mais au TEF, sur les saisons qu'il a fait au TEF. Mais je l'ai derrière. Il est cinquième dans ma liste. T'inquiète pas. Alors après, nous, on dévoile en fait semaine par semaine. Donc cette semaine, c'était pour les latéraux. Mais en fait, tu les as donnés, les latéraux qui ont été élus de notre équipe, puisque Mathieu et Serge Aurier, ce sont les 2 qui sont revenus le plus souvent dans nos votes. Donc, on garde tout ce qui est milieu attaquant, nous, la semaine prochaine. Et par contre, nous t'écoutons sur ton 11 de légende Air Sadran à toi. Qu'est-ce que tu nous proposes? Au milieu, j'avais mis Capou, Sissoko et Mana, Trero, voire Dido. Ah, Trero. Trero, ouais, parce que Trero, c'est un joueur qui me plaisait beaucoup. C'était un vrai talent. Et je pense que lui était un peu inconstant dans ses performances aussi. Mais c'était un vrai talent, Oscar. Vraiment. Un joueur très, très fin, très sympa. Voilà, j'avais mis ça au milieu. Et puis devant, devant, il y avait le quatuor magique. Mais il faut en choisir que 2, quoi. Mais et Elmander, et Ben Yedder, Gignac, Braithwaite, moi j'aurais fait jouer 2 de ces 4 en même temps, quoi. Et si tu dois en choisir que 11, tu mets qui en 11 joueurs? Il faut que tu fasses un choix, Jacques. Revaux, Aurier, Cheto, Prunier, Mathieu, d'accord? On est d'accord? Oui. Au milieu, je laisse Capou, Sissoko et Mana Trero. Et après, je mets Ben Yedder un peu derrière et Elmander devant. Ou Gigi. Après, il y a les changements. À 60e, tu peux faire rentrer Gignac. Ouais, je fais rentrer Gignac. Si on mène 1-0, tu mets Dido. Enfin, on peut s'adapter. Hein. On a trouvé le nouvel entraîneur pour l'année prochaine. Quoi. Je passe mes diplômes, t'inquiète. Voilà. C'est cohérent, les gars. Vous en pensez quoi? Et attends, il nous manque le coach de Jacques. Oui, pardon, c'est vrai. Bien joué. Et tu mets qui en coach? Le coach, j'en ai fait quelques-uns. Le coach, j'en ai fait 9. Si je vais prendre un coach qui n'a jamais eu une TFC, mais vous en avez parlé tout à l'heure. Un mec qui est vraiment très bien, c'est Christophe Pellissier, quoi. Ouais, je le mettrai, mais après, alors il faut prendre un coach des 10 dernières années. Si c'est un coach de l'Air Sadran. Montbayert, Bob, Casanova, Duprat, Camboiré, Debev. Zanko. Je suis très. Je mettrai Eli Bop. Je mettrai Eli Bop. Parce que si je vous dis Casa, il y a des gens qui vont hurler. Et pourtant, je pense que Casa, c'est un bon technicien, mais
Voilà, je pense qu'il n'a pas trop eu de chance. Puis après, il s'est peut-être planté aussi quelque part. Et puis son retour, moi, je n'ai pas compris le retour. Je n'ai pas compris le retour. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais refusé. Mais je pense que le retour, c'était une volonté peut-être du président de montrer que c'était lui le seul chef au club. Alors là, je peux te livrer ce que Olivier m'a révélé une fois où on l'a attrapé pour en discuter avec lui. Le retour de Casa, il assume l'erreur. C'est lui qui voulait faire revenir Casa parce qu'il cherchait un entraîneur en qui il avait entièrement confiance pour faire monter les jeunes et que sur le marché, le seul qui voyait revenir, c'était Casa. Et donc, c'est entièrement Olivier Savran qui a décidé que Casa reviendrait à l'intersaison. Ouais, mais voilà. Et sinon, notre sauveur d'Angers, hein. Ouh, JB va nous quitter. Et non, mais attends, mais on a vécu des trucs incroyables avec Pascal Duprat. Ouais. En sachant, dans les deux sens. Ouais. En sachant que je le classe plus quand même dans les pompiers. Voilà. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire sur le long terme, on a bien sûr. On pourrait faire le classement des entraîneurs pompiers de service au TFC. On a eu un paquet quand même ces dernières années. Donc voilà. Le plus du vrai, quand même, ça reste. Allez, pour moi, donc Elibop. Allez, je mets Elibop parce que la Coupe d'Europe, tout ça, enfin voilà, c'était de belles années. C'est cohérent. Bon, alors nous, la rédac, on s'arrête aux latéraux, messieurs. Jérémy Mathieu, Serge Aurier sur les côtés. On a tous été unanimes. Je crois que. Non. Si, il y avait Bondo qui a reçu un vote. Moi, j'avais mis Bondo, ouais. Oui, il y avait Bondo qui a reçu un vote, mais sinon, c'était 60% et je ne sais plus. C'était quand même deux latéraux qui arrivaient à faire des centres dans la surface bien dosés. Donc, à ce qu'on a aujourd'hui, comparé à ce qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que ça fait du mal de regarder les noms de ceux qui sont passés à ces postes-là. Ouais. C'est pas faux. Messieurs, voilà, on continuera la semaine prochaine. La semaine prochaine, il faudra qu'on décide si c'est un 4-4-2 ou un 4-3-3. Et là, ça va être quelque chose aussi. Et en fonction, on mettra nos milieux. C'est Yves qui nous fera l'explication du dispositif tactique parce que c'est sa spécialité. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. On va enchaîner, il est 17h53. Notre invité, c'est Jacques Bréda, l'ancien speaker du TFC. Et on va passer à une interview exclusivement de toi. On va essayer de découvrir un peu plus ton métier, tes anecdotes, tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de réactions. Mais on va déjà commencer par une question très simple. Comment se passe ton confinement, Jacques ? Ben écoute, moi je suis confiné à Colomiers, ma compagne habite Montauban, donc moi je suis confiné tout seul à Colomiers dans mon appart. Je ne suis pas quelqu'un qui est de nature à être dépressif ou quoi que ce soit, donc je me trouve des occupations. Vous m'avez trouvé une bonne occupation parce qu'à m'inviter à l'émission, j'ai passé une semaine à faire le tour de toutes les 22 ans au TFC et franchement c'était super intéressant. Voilà, donc et puis voilà, sinon je fais du sport tous les 2 matins, enfin tous les 2 jours, avec une grosse séance tous les 2 jours, et le jour où je fais pas de séance, je vais un peu marcher ou un truc comme ça, mais je suis très respectueux des consignes et j'invite tout le monde à le faire. Voilà, protégez-vous parce qu'on est encore en bonne santé. Pour ceux qui le sont, protégez-vous parce que quand on est allongé sur un lit d'hôpital avec un tuyau à la bouche, c'est pas très cool. Voilà, donc faites gaffe. Et j'ai très très peur du déconfinement. Je vois déjà des choses qui se passent. Moi, j'ai un appartement traversant et j'ai la vision sur et notamment sur une grande rue là. Je vois déjà des choses qui se passent, des gens qui se rassemblent déjà. C'est pas cool parce que si on reprend une vague, ça va pas rigoler. Et on ne pourra plus parler de tout ce qu'on a parlé là, de relancer la saison, tout ça, et ça serait dommage. Comme on l'a dit, tu étais speaker au TFC, mais pas que. Tu as aussi animé pas mal d'autres sports comme le rugby, Colomiers, le Stade Toulousain. Tu as aussi fait du handball, du volley. Enfin, tu es vraiment la voix sportive toulousaine. Comment est née cette passion pour être speaker ?
Alors là, complètement par hasard. Parce que moi, à 18 ans, j'étais timide, introverti. Je ne savais pas ce que c'était les nanas, etc. Tu vois, tu vois le truc. Et j'avais du mal à accoster les gens. Et puis, j'ai eu un déclic un jour. Et puis, je suis parti à Paris, je me suis marié. Je suis une petite fille qui a fait de la danse. Je me suis impliqué parce que, voilà. Et puis, quand je suis revenu, j'ai présenté mon premier spectacle là-bas. Quand je suis revenu à Toulouse, on m'a sollicité, notamment ma sœur, pour animer un truc de Noël à l'école. Bon, j'y suis allé. J'aimais bien raconter des histoires, etc. Et puis, une radio m'a repéré, Radio Muret, parce que dans mon village où habitaient mes parents, j'avais fait un foire commercial. Ils m'ont demandé de revenir à leur radio. J'ai commencé à faire des foires commerciales, etc. Et j'ai même suivi l'AS Muret pendant toute une année à l'extérieur et commenté les matchs. Puis, je suis rentré à Radio France Toulouse, d'ailleurs, en même temps que le TFC en 95. Et puis un jour de Pâques, un lundi de Pâques, en 95, donc, André Labattu, qui était de Carbone, c'était un tour international à Carbone. J'étais, moi, un ancien joueur de Carbone aussi. Je faisais l'animation avec Radio Muret. Un tournoi international pupille minime. J'avais intégré pas mal de choses sur les clubs qui étaient venus, et notamment des clubs étrangers, parce qu'il y avait pas mal de clubs étrangers. Et lundi après-midi, André Labattu m'a demandé ce que je faisais le samedi. À l'époque, j'étais postier détaché à la SPTT. Je m'occupais du club et voilà. Il m'a dit, je veux te voir demain dans mon bureau parce que je veux que tu viennes au stadium. Je lui ai demandé s'il n'était pas resté un peu trop longtemps à la buvette. Il m'a dit non, non, viens demain matin, on en discute. J'ai été reçu le lendemain matin par André Labattu, Alain Giresse, qui était directeur sportif, et Didier Lacombe, qui était le directeur général. Et ils m'ont dit, André Labattu m'a dit, voilà, on en a parlé, il m'a dit il faut s'engager, mais tout le temps, c'est-à-dire c'est pas un match de temps en temps. À l'époque, ils avaient le pub qui était la pub de champion. Quand je m'engage à fond. Donc, je lui ai répondu, quand je m'engage à fond. Il m'a dit, eh ben, tu commences le prochain match. Le prochain match, ce n'était pas le week-end qui suivait, c'était le week-end d'après. Chose à laquelle je me suis un peu opposé parce que j'ai dit, non, 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 mais je ne viens pas à tous les matchs, je veux venir voir le match, voir le speaker, ce qu'il fait. Non, non, il m'a dit, je ne veux pas le garder. Et donc, c'est toi. Et je me suis retrouvé, donc, 12 jours après, au milieu de la pelouse. Il y avait 9000 spectateurs de mémoire et pour un TFC Dunkerque. Voilà, avec 4978 spectateurs et les buts de Kelvin Seboué et de François Calderaro, que j'adorais, que j'ai eu au téléphone cette semaine. Et à la fin du match, bon, je fais ce que je savais faire. Quand je suis monté je vous raconte une anecdote, quand je suis monté à la cabine son, le gars qui s'occupait du son, il me dit bonjour, vous êtes qui? C'était la cabine son, elle était là où il y a maintenant les loges. Et là, c'était tout vide. Tous les gens, ils étaient de l'autre côté, il n'y avait que 9000 personnes. Et là, je vois dans cette petite cabine, il y a marqué Sud Radio dessus. J'arrive, le gars il me dit oui, c'est pourquoi? J'ai dit je suis le nouveau speaker. Il me dit mais vous avez arrêté l'ancien parce qu'il me dit la dernière fois où il y a un speaker qui est venu, l'ancien n'était pas averti, ils se sont retrouvés tous les deux et ça a failli mal se passer. Alors j'ai dit ben, j'espère que le club l'a fait parce que j'avais demandé cette garantie. Et là, je suis descendu, il y avait encore les grillages. Et derrière la porte qui rentrait sur la pelouse, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais bon, il fallait que j'y aille. Et j'avais demandé à un copain d'Elan, un très bon copain, de venir avec moi sur ce match pour ne pas être tout seul. Et, voilà. Et puis c'est parti. Et à la fin du match, je me suis retrouvé à la réception. J'ai vu André Labattu, que je connaissais bien, puisque du même village que mes parents, j'avais joué au foot à Carbone avec lui, donc on se connaissait très bien. J'ai dit alors? Il me dit alors quoi? J'ai dit ben, je pense, ça s'est bien passé, tout ça. Et ben, il m'a dit ben, tu restes. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Tu faisais ça à plein temps ou tu étais encore à la Poste à ce moment-là? Ah non, 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 mais j'ai toujours, j'ai fait toute ma carrière à la Poste. Je suis à la retraite de la Poste depuis 3 ans. Hein. Donc, c'est quelque chose, c'était un complément que tu faisais, c'était pas quelque chose à plein temps. Ouais, je fais ça en plus de mon boulot. Ouais. D'accord. Comment on prépare un match quand on est speaker? Comment on prépare un interview qui m'a mis la pression sur lesviolets.com. C'est-à-dire que ben, on va chercher des infos sur l'équipe adverse, voilà, de manière déjà à lire un petit peu les noms des joueurs et à ne pas se planter quand on va annoncer la composition d'équipe. C'est un travail qui se fait en amont, hein, ce n'est pas le soir du match. C'est attendre les informations du club, aller au club, prendre les informations, savoir ce qui va se passer l'avant, l'après-match. Et le match, c'est un temps de travail qui d'une bonne heure, 1h30 qui précède les matchs. Au début, peut-être 2 heures, mais après, ça va un petit peu plus vite. Après, moi, j'avais des trams, etc. Voilà, donc, on a fait un fil conducteur. Voilà.
Tu t'es déjà trompé sur les noms de joueurs, notamment adverses? Je sais pas. Alors, pas de mémoire. Hein. J'ai un nom de joueur adverse, mais c'était au rugby. Je me suis trompé, ça fait rire tout le monde. Mais de joueurs adverses, non, pas de mémoire. Mais peut-être, je ne dis pas que, attention, je ne suis pas infaillible. D'ailleurs, je ne fais pas l'unanimité, je ne dois pas faire l'unanimité, mais j'essaie de faire bien mon boulot et essayer de ne pas se tromper sur les noms des joueurs adverses. C'est un travail aussi en amont de ce que je viens de dire, mais c'est en arrivant sur le terrain, je rencontrais toujours systématiquement quelqu'un du club adverse. Et sur les noms qui étaient un petit peu difficiles ou tout ça, je demandais. Et d'ailleurs, c'est mieux de le faire parce que quand Juninho jouait à Lyon, ben sur la feuille de match, il n'y avait pas marqué Juninho. Il y avait marqué 3 ou 4 noms et 2 ou 3 prénoms. Mais là, quand j'étais devant le gars de Lyon, je dis mais qui c'est lui-là? Il me dit ben, c'est Juninho. Et c'est un truc de malade. Et donc ça, c'est un travail aussi que je faisais. Je le fais toujours dans les matchs que je fais, notamment à Colomiers. Même si j'ai prononcé le mot de Colomiers, j'y viens pardon. Je vais toujours voir un dirigeant adverse pour... ce qui m'importe, c'est de... Parce qu'il y a même quelqu'un qui va avoir à la fin de son nom mieux, mais il peut y avoir l'accent ou pas l'accent. D'accord ? Je souhaite que les joueurs entendent le nom comme eux ils souhaitent l'entendre. Voilà. Il y a déjà des joueurs qui t'ont... Enfin, que tu as écorché un peu leur nom ou bien prononcé, qui t'ont fait un retour par rapport à ça ou pas? Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois qu'il y ait des gens, alors multisport, sur le multisport je parle, où les gars sont venus me voir en me disant c'est la première fois que mon nom il est prononcé correctement. Après, oui, une fois, mais c'était au rugby aussi, il y a un gars, j'ai prononcé son nom en anglais et c'était un pur français. C'était un nom qui pouvait être, tu vois, un nom anglais. Puis je l'ai prononcé en anglais et il m'a dit non, mais moi je suis français, tu peux le dire très simplement. Bon, voilà, c'était la petite anecdote. Bon, par rapport au TFC, c'est quoi ton plus beau souvenir dans ces 22 ans de carrière? Les plus beaux souvenirs, c'est tous les matchs que j'ai fait. C'est tous les matchs que j'ai fait au stadium. C'est tous les matchs où j'étais présent sur la pelouse, les plus beaux souvenirs. Et encore plus beau, c'était tous les matchs qu'on a gagnés. Les plus mauvais, c'est tous les matchs qu'on a perdus. Enfin, voilà, j'étais un amoureux fou de ce que je faisais. C'est pour ça que la manière dont on m'a limogé m'a beaucoup vexé. Je le suis encore d'ailleurs. Là, j'ai encore les boules en vous en parlant. Mais alors, les plus beaux souvenirs, bien sûr. Après, il y a des choses qui... Je vais être comme vous, quand, sur le plan sportif, c'est la qualification, c'est le Bordeaux, le 4-1, c'est la qualification pour la Coupe d'Europe, c'est de faire TFC Liverpool, bien évidemment, c'est la montée, les montées en Ligue 1, j'en ai fait 3 montées en Ligue 1, une montée en Ligue 2. Bon, c'est toujours des moments qui étaient importants. Après, paradoxalement, il y a des bons moments qui sont liés à des moments où on a souffert. Rappelez-vous, un match, on était au fin fond du classement. C'était 97-98. On devait se sauver en jouant à la maison. Il y avait un match Guingamp-Le Havre qui dépendait aussi de ça. Et nous à la maison, on perd contre Metz 2-1. Et Guingamp-Le Havre n'est pas terminé. Il reste encore quelques minutes à jouer parce que le match avait pris un peu de retard. Et tout le stade est mort parce qu'on avait perdu. Et donc, tout le monde disait, on est en Ligue 2. Et tout le monde attendait, j'avais quelqu'un qui écoutait les matchs à côté de moi, et tout le monde attendait que je donne le résultat du match, Guingamp-Le Havre. Et parce qu'elle avait le téléphone portable. Et donc, les joueurs attendaient, les supporters, les joueurs étaient assis, moi j'étais sur le bord du terrain, ils étaient assis pas loin de moi, etc. Les dirigeants étaient là, étaient descendus, tout ça. Et Pouget marque à la dernière seconde à Guingamp et marque pour Le Havre. Et donc, le gars me le dit. Je lui dis, t'es sûr? Parce que voilà, tu es sûr? Il me dit, oui, il y a 1-0. J'ai dit, attends que le commentateur le confirme parce qu'il peut y avoir eu hors-jeu, tout ça, etc. Et il me dit, après, il me dit, au bout de quelques secondes, il me dit, non, c'est sûr. Et là, j'annonce le résultat. Et là, tu as le stade qui explose. Et c'est paradoxal parce que j'ai vu plusieurs fois le stadium exploser alors qu'on venait tout simplement de se sauver. C'est arrivé plusieurs fois. On a eu des joies au stadium aussi fortes dans des moments où on s'est sauvé que dans des moments où on est monté. C'est fou. Hein. Après, je me rappelle quand on est monté avec Alain Giresse, il était sur les épaules des joueurs, il disait on y est arrivé, il était tourné vers la tribune, c'est un truc de malade. Après, il y a des bons moments qui sont un peu
hors du cadre, mais qui sont un peu émotionnels. Hors du cadre du résultat. Hein. C'est le premier match qu'on a joué au 7 deniers, après la ZF. On avait tous les boules pour la ZF, parce que tout le monde avait été touché dans sa chair, on avait tous des potes, des gens qui avaient souffert. Et je me retrouve donc au premier match au 7 deniers, avec beaucoup de monde sur ce match-là. Et Christophe Revaux, c'est pour ça que je vous disais que j'avais une amitié particulière pour lui. Christophe Revaux rentre sur la pelouse. Et je vais vers lui, je lui touche la main, je lui dis ça va aller, Christophe, parce que Christophe avait été touché par la ZF. Le plafond qui est tombé dessus, le petit qui a eu des éclats de verre qui sont passés de chaque côté de lui. Enfin, et il me dit ouais, ça va aller parce que je dois faire le job. Il me dit mais j'ai pas envie. Je dis j'ai pas envie, j'ai la tête ailleurs, j'ai pas envie. J'ai passé une très mauvaise semaine, je suis pas bien. Et il part à l'échauffement. Et moi, quand les gens, à quelques minutes du coup d'envoi, je parle de la ZF, du fait qu'on se retrouve au 7 deniers, des gens qui ont souffert, je salue tout le monde et je dis on a une pensée pour tout cela, etc. Et je dis à l'image de Christophe Revaux qui est en train de s'échauffer, qui a beaucoup souffert et qui aujourd'hui est là, qui est très professionnel, qui est là et qui va jouer ce match, etc. Et puis je continue mon animation et je suis en train de parler et je sens quelqu'un qui arrive derrière moi, qui me prend par l'épaule. Et c'est Christophe qui sort de l'échauffement. Il enlève ses gants d'échauffement, il y a marqué Revaux dessus, et il me les met dans les bras, il m'embrasse, il s'en va. Il me dit rien, il s'en va au truc. Et franchement, j'ai encore les frissons là parce que c'était un moment extraordinaire. Voilà. Tu les as gardés, les gants? Hein? Tu les as gardés? Oui, je les ai. Je peux te les montrer. Ah oui. Ah ouais, je les ai, oui, je les ai toujours. Après, il y a un autre bon moment émotionnel, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a donné beaucoup de coups d'envoi avec des gamins malades. Ça fait partie des mauvais souvenirs parce que je me renseignais toujours sur le gamin, sur le prénom, les parents, etc. J'allais toujours le voir, lui faire la bise, etc. J'ai vu des gamins très, 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 très malades et j'ai vu des gamins dont les parents me disaient, ou la personne qui l'accompagnait, soit hôpital sourire, soit Mayo pour la vie, etc. Le pronostic n'est pas très bon, quoi. Voilà, c'est dans quelques mois peut-être, enfin voilà, on lui donne 1 an, 6 mois, etc. Donc j'en ai eu beaucoup, dont on m'a dit après qu'ils étaient décédés. Tout ça, c'est un mauvais souvenir. Mais j'ai un très bon souvenir d'une petite fille qui s'appelait Alice. Vous devez vous en souvenir, parce que ça avait marqué les gens. Mais il y a une anecdote derrière le simple fait de ce coup d'envoi. La petite Alice, elle arrive, elle est trisomique, 21. Mais voilà, vous connaissez les trisomiques 21, hein, mais cette petite, elle a une bouille qui voilà, je la prends dans mes bras quand je vais la voir, comme je fais avec tous. J'ai dit, comment tu vas? Et cette petite, c'était une bombe. C'était une bombe. Elle n'arrêtait pas de parler, elle bougeait de partout. Elle pas. Et je lui explique, je lui dis, tu vas venir avec moi, on va aller au milieu, tu vas faire une passe, tu donnes un coup de pied, tu fais une passe à un joueur du TFC, je te dirai qui. Et donc, on va sur le terrain, et j'appelle les joueurs du TFC, c'était en 2011, pour TFC Brest, il y avait eu 0-0. Et cette petite, j'annonce au micro, je dis tout ça, et elle prend le ballon, et au lieu de faire une passe, elle va vers le but d'Alia Hamada. Et moi, je la vois partir, et je commente l'action. C'était le seul but du match, parce que Ali, il s'est mis devant elle, et au moment où elle est passée, il s'est mis sur le côté, elle est allée marquer. Les gens étaient debout. Il y avait 30 000 personnes à ce match. De 28 097 spectateurs. Le stade était plein. Et moi, je commente l'action et je la suis. Et je vais la récupérer dans les buts avec le ballon. Et je sors. Et là, je tombe sur le délégué qui vient à ma rencontre, qui me dit « Vous auriez dû l'arrêter parce qu'on va commencer en retard le match, tout ça. » Et là, je le regarde. J'ai dit « S'il y avait quelqu'un qui devait l'arrêter, mais vous aviez qu'à le faire. » Je dis « Parce que moi, je ne me sentais pas le droit d'arrêter cette petite qui est trisomique 21, monsieur. Hein? Je ne sais pas si vous avez des enfants malades autour de vous. Et vous vouliez arrêter tout le bonheur qu'elle avait, cette petite? Non, jamais. Et puis, je veux dire, 28 000 personnes, là. Je pense que si je l'avais arrêtée, la petite, ben, j'étais mort, moi, derrière. Hein. Voilà. Et ça, c'est un super, super souvenir. Voilà. Après, il y a les 80 ans du club. Il y a le jour où on m'a offert le maillot avec 20 ans dessus, avec Braithwaite, Akpak Pro. Il y avait Panchi, Wissam à l'après-match. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a Mamie Josette, évidemment. Hein. Quand j'ai présenté Mamie Josette, Mamie TFC, bon, maintenant j'ai les boules aussi parce que Mamie, elle est décédée et ça fait partie aussi des mauvais souvenirs. Mais j'ai une belle photo sur le livre des 80 ans avec elle, qui est
trucs, voilà. Bon, après, quand je travaillais avec France Piron, avec Philippe Doms, voilà, on avait fait des duos. France qui venait avec des talons aiguilles dans le terrain, des fois. Il était dans les tribunes. Ouais, c'était super. Voilà, c'était des. Et puis, voilà, dans les résultats, il y a le sauvetage à Angers. Voilà. Ça, c'était pas un match que j'ai fait, mais c'est un match que j'ai vécu. Depuis chez moi. Voilà, des bons moments, des très bons moments. Il y en a un paquet. Mais c'est vrai que le coup de la petite Lucie, moi, je m'en souviens. J'y étais au stadium. Je m'en souviens. Mehdi? Ouais, moi je voulais demander à Jacques, avec qui vous avez tissé le plus de liens? Est-ce que c'était des joueurs, des dirigeants? Est-ce que c'était des supporters que vous croisiez après à la fin? Avec qui on tisse le plus de liens quand on fait ce métier-là et avec qui ça a été le cas au TFC? C'est un petit peu avec tout le monde. Moi je suis quelqu'un qui était très respectueux de la zone de chacun. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de très inquisiteur. J'ai très peu de maillots de joueurs parce que je ne me sentais pas, moi, dans mon rôle d'être toujours avec eux pour les matchs, tout ça, d'aller toujours les solliciter. J'aurais pu le faire puisque j'avais accès à tout le monde, etc. Donc, je n'ai jamais été intime avec l'un ou avec l'autre. Je n'ai jamais eu de problème avec un seul joueur du TFC. Aucun. Sauf une fois William Prunier, que tu as derrière toi avec cette photo. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, j'ai toujours respecté la sphère de ces joueurs. Je n'ai jamais appelé les joueurs au téléphone à les solliciter, etc. J'ai toujours été très bien avec tout le monde. Mais par contre, j'avais beaucoup d'intimité brève comme ça. Tout le monde venait me toucher la main, me taper sur l'épaule, etc. J'ai eu beaucoup de liens comme ça avec les spectateurs aussi. Quand je sortais du stadium, j'avais beaucoup de supporters qui venaient soit me toucher la main, soit faire un petit selfie, soit parler du match, etc. Une fois, j'ai été entouré par des supporters très mécontents. Une quarantaine de mecs qui m'ont entouré. J'ai cru qu'ils allaient me casser la figure en me disant c'est quoi ce bordel de match, etc. Mon papa qui était avec moi est parti, il a eu peur. Mais voilà, alors je dis les gars, moi je ne suis pas responsable de ça, donc on a discuté, etc. Mais si tu veux, pour répondre à ta question, j'ai jamais eu une intimité très forte avec des gens en particulier, mais j'ai eu beaucoup d'amitié avec plein de monde. Tu fais quand même partie des rares à avoir eu un tifo. Alors malheureusement, c'était suite à ton départ, mais quand même, les Indians, c'est le stadium qui rend hommage après. C'est toujours d'ailleurs ta photo bannière sur Facebook, l'hommage des supporters à ton départ. Je pense que quand même, c'est pas donné à tout le monde. J'ai été très touché, surtout que ce jour-là, il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus important que moi qui était décédé. C'était Nicolin. Il y a eu la banderole la deuxième mi-temps. Et franchement, j'étais chez ma compagne à Montauban. Sur ce jour-là, je ne voulais pas regarder le match. J'étais avec son fils aussi. Et elle m'a dit non, mais on mange à la salle à manger et tu regardes le match. Et son fils, à un moment donné, m'a dit regarde, il y a tout dans la tribune. Et de suite, j'ai reçu une photo du photographe du TFC qui m'a envoyé une photo directement. Et j'ai été très touché, ouais. Et d'ailleurs, j'y vais grâce à toi parce qu'on ne se connaissait pas trop à l'époque. J'ai remercié les supporters et tu avais relayé ça sur le site, etc. Parce que, vous savez, les supporters, moi, j'avais demandé plusieurs fois à me rapprocher des supporters parce que je trouvais que l'animation, elle aurait pu être… À une époque, au début, j'allais, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le virage, j'allais au milieu des supporters faire la compo. Les gens me disaient, mais tu vas au milieu des supporters faire la compo, mais tu n'as pas peur de te faire casser la gueule. Je dis, mais attends, mais les gars, c'est des supporters, quoi. Et souvent, j'ai voulu me rapprocher en début de saison des supporters pour dire, pour l'animation, on aurait pu fonctionner ensemble, quoi. On aurait pu fonctionner ensemble. Ça ne s'est jamais fait parce qu'on m'a toujours dit non. Non, ça ne s'est jamais fait. J'aurais pu le faire par moi-même, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est qui te disait non? C'était des supporters ou ça venait du club? C'était des gens au club, mais je ne parle pas très récemment, mais c'était des gens au club qui disaient non, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire avec les supporters, faire les animations? Voilà, les supporters, ils ont leur animation. Toi, tu fais le tout l'animation club. Très bien, très bien. Bon, voilà. Mais après, c'est pas une critique. Je peux l'entendre, mais je pense qu'on aurait pu faire quelques trucs quand on faisait Léola, tout ça. Enfin, on aurait pu déclencher des choses ensemble. Enfin, voilà. Nathan, tu avais une question? Ouais. Du coup, je suppose que pour faire ce métier, il faut avoir une attache particulière au club et être supporter quelque part.
Et est-ce que la situation que tu as connue avec le club, ça a entaché cette relation-là que tu entretiens avec le club? Non, non, moi je suis toujours supporter du TEF. Hein. Je suis toujours supporter du TEF. J'ai du mal à aller au stadium. J'ai du mal à aller au stadium parce que j'ai envie d'aller sur la pelouse, de prendre le micro. Enfin voilà, j'ai du mal à appeler au stadium. Mais je suis supporter du club, bien évidemment. Et tout ce qui se passe me désole, aussi bien en dehors du terrain que sur le terrain. Je suis fâché avec personne. Je suis très en colère contre 3-4 personnes. Voilà. Après le reste, après je suis. Puis je serai qui moi, pour être fâché avec le TEF, mettre mon ego avant le club, etc. Ça correspondrait à rien. Enfin, ce serait pas l'image. Je suis supporter du TEF avant d'en être le speaker. Enfin voilà, tu vois. Donc ça c'est dans la fibre. J'étais footballeur. Voilà. Donc non, je suis toujours supporter du TEF. Ouais. Anto? Jacques, votre départ avait. Tu peux me tutoyer, Anto. Oui, on se tutoie, Anto. On se tutoie. Alors, ton départ avait surpris les supporters, en parallèle à toi, bien sûr, qui avait été surpris quelques jours avant lorsqu'on te l'a annoncé quelques jours avant le match, le premier match de la saison, comme tu l'avais indiqué. Quelles ont été les raisons quelles sont les raisons qu'on t'avait données par rapport à ce départ? La raison donnée par la directrice générale adjointe, c'était qu'il y avait une réunion du bureau du club et qu'ils avaient décidé que je ne faisais plus partie de l'équipe. Bon, après, elle m'a dit 3-4 trucs derrière, je suis parti. Il y avait une personne du TFC aussi avec elle, pas le directeur général. J'ai écrit à Sadran dans la nuit, à Olivier Sadran dans la nuit, à 4 heures du matin. Il m'a appelé le lendemain matin. J'avais 8 appels en absence quand je me suis levé. J'ai eu une discussion avec lui. J'ai dit, mais c'est quoi les raisons? Il m'a dit, j'ai rien à te reprocher sur ce que tu fais, la manière que tu as d'animer, etc. Tu as ton style, etc. Mais je veux... il me dit, tu interviens partout. Tu es à Colomiers, tu es au Stade Toulousain, tu es sur le Marathon de Toulouse, tu es sur les animations de Toulouse. Je veux une voix unique au stadium. Et je lui dis, eh ben, t'as tout faux. Et il me dit, pourquoi tu me parles comme ça? Alors, je peux vous raconter, ça ne me dérange pas. J'ai dit, je te parle comme ça parce que j'ai 60 ans et que vous m'avez manqué de respect. Et donc, je te parle comme ça. Je te dis, tu as tout faux parce que le gars qui va me remplacer, je sais qui c'est, puisque je l'ai demandé à Jean-François Soucas. Je sais qui c'est. On a fait un duo au Stade Toulousain. On va peut-être les continuer l'année prochaine. Il est au basket. Il est au TO13. Et tu veux une voix unique au stadium, alors je ne le critique pas, parce que moi, je faisais tout ça aussi. Mais ne me dis pas que tu veux une voix unique. Je dis, ah bon, mais je n'étais pas au courant. J'ai dit, est-ce que tu parles avec tes collaborateurs? J'ai l'impression que là, tu es en train de... Parce qu'il s'est expliqué en me disant, moi, je ne me suis pas trop occupé de ça, mais j'avais mis l'idée que, etc. Et j'ai dit, tu parles avec tes collaborateurs, tu me dis que tu veux une voix unique et tes collaborateurs choisissent un gars qui est dans 4 clubs de la ville. Donc, ce n'est pas cohérent ce que tu me dis. Et donc, voilà. Alors, il m'a dit, non, sinon, enfin, voilà, il n'avait rien à me reprocher, mis à part qu'il voulait une voix unique. C'est la seule chose qu'il m'a dit comme explication. La seule chose qu'il m'a dit. Et après, quand je l'ai revu au mois d'avril, quand j'ai décidé d'aller en justice, mais pas pour gagner de l'argent, mais pour juste montrer qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi quand on manquait de respect aux gens, il m'a dit non, mais il fallait le faire. Il faisait que dire, il fallait le faire. Enfin, voilà. Je pense qu'il a assumé les décisions de la directrice générale adjointe qui, pour justifier peut-être sa place, a voulu se payer la tête du speaker qui avait 22 ans et peut-être qu'elle ne pouvait pas me saquer. Mais elle-même est partie quelques semaines après. En sachant que ça peut être mal tourné pour elle. Alors je suis pas sûr et je ne dis pas que c'est mon éviction qui a été détonateur dans la décision de Sadran de la virer après, mais il y a peut-être d'autres bêtises qu'elle a faites comme ça. Voilà. Le fait que tu sois plus au Stade Toulousain, ça a un lien ou pas du tout? Ouais, j'ai vu sur le site d'Ivoly.com qu'il y avait quelqu'un qui avait mis cette situation. Non, il n'y a pas de lien. Pourquoi plus au Stade Toulousain? Parce qu'on a fait des
des duos avec Reda et que je pense que lorsqu'ils ont pris Reda pour faire des duos, l'année d'après, ils ont voulu faire aussi un duo, mais moi, je me suis un petit peu opposé puisqu'il m'avait pris la place au TFC, c'était difficile. Sans m'appeler alors qu'on se connaissait bien. Et sans me le dire, c'est ce que je lui ai reproché. On s'est expliqué en tête-à-tête avec Reda. Je lui ai dit, tu peux me prendre la place, partir, c'est pas un problème. C'est la manière dont c'est passé au stadium. Mais toi qui l'as su, et alors qu'on devait travailler ensemble au Stade Toulousain ensemble, l'année d'après, tu aurais pu m'appeler en me disant, voilà ce qu'on me propose. Je ne t'aurais pas dit, ne le fais pas, je vais te casser la dent. Au contraire, je t'aurais dit, mais vas-y, bon, s'ils veulent te prendre, mais il faudra qu'ils m'expliquent. Voilà. Donc, le Stade Toulousain n'a pas pris. Je pense que le Stade Toulousain, à mon avis, était parti pour prendre la décision le même septembre, mais c'était pas lié avec le TFC. Ils l'ont pris l'année d'après. Ouais, après, il y a au Stade Toulousain quelqu'un qui était de la même veine que la directrice générale adjointe ou que le directeur général du TFC, voilà. Et qui a voulu prendre, montrer qu'il était là à prendre des décisions. Je ne pense pas que Didier Lacroix, avec qui j'avais un très bon rapport et qui m'en a jamais parlé, était à l'origine de ça. Et quelqu'un que j'adore et que je trouve très très bien, Didier Lacroix. Tu as des regrets du coup par rapport à tout ça? Tu vois, j'ai pas. Au Stade Toulousain, bon voilà, ça m'a embêté d'arrêter, mais ça m'aurait embêté d'arrêter au TFC, mais si on m'avait dit au mois de mai, bon Jacques, ça fait 22 ans que tu es là, on va mettre un jeune, on va mettre une autre voix, etc. J'aurais pu le comprendre, quoi. J'aurais pu le comprendre. Me le dire 4 jours avant, me le faire dire par la seule nana du club qui ne connaissait pas ma vie au TFC, m'entendre dire quand j'arrive au club, je faisais tout le tour des bureaux, je dis bonjour. Et je vois une personne que vous connaissez et qui me dit bonjour, ça va, tout ça. Je dis oui, je viens voir une telle pour l'animation, puisqu'on m'a dit que c'était elle qui s'en occupait. Et il me dit oui, va la voir et viens me voir après dans mon bureau. Et je lui dis ah bon, en rigolant, je dis pourquoi je suis viré. La personne me répond non, pas du tout. Et puis je vais voir la directrice générale adjointe, elle me dit 5 minutes après que je suis viré. Je dis quand on manque de courage, et je vous dis encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, hein, c'est le préalable, hein, parce que quand on manque de courage, on ne mérite pas d'être à certains postes. Voilà. Ça le mérite d'être dit. Il y a eu un commentaire sur les réseaux, et il n'y en a pas eu qu'un seul dans ce sens-là, il y en a eu beaucoup. Beaucoup ont réagi en commentant que l'âme du TEF était définitivement partie après ton éviction. Tu en penses quoi de ça? Non, j'en pense que les gens sont très gentils. Je pense simplement peut-être que… C'est un bel hommage quand même. Ah oui. C'est très gentil, ça me fait plaisir, ça me touche. Hein, ça me touche. Je pense que la traduction de cette phrase c'est le fait que les gens se sont habitués à moi, peut-être 22 ans, les gens se sont habitués à moi et à ma voix. Bon, moi, les gens trouvent que je n'ai pas une belle voix, mais je n'ai pas cet avis-là, mais voilà, bon, ils sont habitués à ma voix et s'identifier un peu peut-être à ma voix quand ils arrivent au stadium, etc. Donc, ils disent ça, c'est très gentil, ça me touche. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Merci. Voilà. Moi, je tenais à te le dire parce que c'est pas revenu qu'une seule fois. C'est vraiment revenu de nombreuses fois, que ce soit sur les Twitter, sur les Facebook. Mais je pense que c'est… Vas-y, Yves, pardon. En fait, c'est lié au fait que de suite, tout le monde a su comment tu avais été évincé. Et c'est dans ce sens-là où, en fait, le TFC, qui avait encore son slogan « un air de famille », etc., l'âme du TFC, oui, est morte à ce moment-là, puisque on nous vendait des slogans « un air de famille »,« on doit être tous ensemble, rassemblés ». Et quelqu'un qui est depuis 22 ans dans la famille, on l'a renvoyé comme un malpropre sans lui permettre, comme tu l'as dit. Il l'aurait fait à la fin de l'année précédente, te dire ça va s'arrêter. Il l'aurait annoncé, il y aurait eu un dernier match où les supporters auraient pu célébrer avec toi, etc. Je pense que ça se serait passé totalement différemment. Là, c'était vraiment l'inadéquation entre ce que voulait revendiquer comme image le club et le comportement du club qui fait que on a pu dire derrière l'âme du TFC est morte à ce moment-là.
Ce que j'ai jamais voulu, alors le mot est fort, mais je réfléchissais pendant que tu parlais pour en trouver un autre. Ce que j'ai jamais voulu, c'est qu'il y ait de la pitié, hein, parce que voilà, je veux dire, on est dans le milieu du sport, quoi. Hein, je veux dire, je suis pas mort, je ne suis pas cassé une jambe, etc. On est dans le milieu du sport. Il faut pas mettre l'histoire de Breda sur une hauteur différente que ce qu'elle est. Voilà, j'ai été viré d'un club. Il y a plein de gens qui ont été passés. J'ai discuté avec François Calderaro par message interposé. Il me disait, tu sais, on est tous logés à la même enseigne. Quand on quitte un club, hein, William Prunier pourrait dire pareil, etc., etc. Ce qui m'a un peu gêné après, c'est… alors, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est le soutien des supporters. J'ai reçu des SMS, j'ai reçu des mails, j'ai reçu des messengers, etc. J'en ai reçu beaucoup. Ce qui m'a un peu gêné, c'est que certaines personnes réglaient leur compte avec le TFC à travers moi. Et ça, ça a été un petit peu gênant pour moi, parce que j'étais un petit peu… voilà. Oui, c'est un prétexte. Hein, oui, voilà, des gens se sont servis de mon éviction pour régler leur compte avec le TEF. Voilà, mais après c'était le jeu, ça a été comme ça, c'était comme ça. Hein. Vincent, tu as des questions? J'ai déjà pas mal de réactions qui sont unanimes sur le fait que ta voix manque au stadium. Beaucoup souhaitent ton retour. J'ai quelques questions que j'ai notées, c'est sur ta relation avec les joueurs. C'était Thierry Cam et Bachibouzou qui demandaient le joueur le plus sympa que tu aies côtoyé et aussi le joueur le plus drôle. Allez, comme ça, hein, parce que il faudrait que… Tu sais, j'ai fait les stades, hein, j'ai côtoyé 294 joueurs. Hein, j'ai fait 452 matchs sur les 22 saisons et les 3 matchs de la 23e. Mais comme ça, brûle pour point, un mec adorable, c'était Thierry Moreau. C'était quelqu'un que j'adorais. Alors, je parlais de Christophe Revaud tout à l'heure, mais Thierry, c'est Thierry. Après, il y en a d'autres. Il y a Nico Dieuze, il y a, enfin, voilà, Cardi, il y a Étienne Didot, etc. Le plus drôle, c'est Gignac était très drôle. Gignac, dans son style, il était très drôle. Après, je n'en ai pas d'autres qui me viennent comme ça. Allez, on va dire, ouais, Gignac pour le drôle et Moreau. On a eu quelques petites questions, alors 2 particulièrement. Attention, Jacques, attention là. Ouais. La première, c'est… je vais te donner les 2. Il y a quelqu'un sur Twitter qui nous a demandé que tu nous fasses une annonce comme si c'était un but de Wissam Ben Yedder au stadium. Et puisque Wissam vient de marquer qu'on mène 1-0, il faudrait que tu nous lances un petit hip hip hip. Non, ça, c'est pas drôle, les gars. C'est pas drôle. Mais je veux le faire. Ça nous manque, Jacques. Ça nous manque. Et message aux supporters, lancez les enregistrements, là. Non, parce que comme ça, c'est… Voilà, je suis pas dans le match. Voilà. Allez, but de Wissam Ben Yedder. Ça peut être ça. On mène 1-0. Après, c'est bon. J'ai 2 choses qui me sont restées et que déjà, quand m'accostent, c'est la manière que j'avais de dire Toulouse Football Club. Ah oui, c'est vrai, Toulouse Football Club. Et après, pour le TFC, voilà, c'était ouais. J'ai même une fois, mon fils, il m'a dit, papa, arrête de faire hippie. Il nous écoute, je lui fais un gros bisou, il est à Paris. Et je fais un gros bisou d'ailleurs à tous ceux que je connais, à tous ceux qui nous écoutent, bien évidemment. Hein. Et à toute ma famille, à côté de ma compagne et de ma famille de mon côté. Voilà. Et ouais, le hip-hip, ouais. Et j'ai vu des. La marque Breda, quand même. J'ai vu sur les violets.com des gens qui avaient mis hip-hip tout à l'heure. J'ai dit, oh papa, ça va me retomber sur la tête. Je pense, Jacques, après l'émission, tu vas avoir, parce que là, franchement, je regarde les commentaires, tu vas avoir ta messagerie Facebook, elle va être remplie. Anthony? Oui, Jacques, est-ce que tu as encore des contacts avec des gens qui sont passés par le club ou qui y sont encore, du moins, des gens que tu as connus à travers le club? Enfin, qui sont encore… Non, j'ai eu Dominique Arribagé un jour, il y a quelques mois, mais pour autre chose. Des gens qui sont au club, non. Si, j'ai des contacts avec un petit bonhomme que vous connaissez
peut-être pas. Bon, peut-être, hein, c'est un petit monsieur qui nous écoute d'ailleurs. Je lui fais un gros coucou, Étienne. C'est quelqu'un qui est arrivé en 98 au TFC, que j'ai amené moi pour écouter, parce que la personne qui écoutait les matchs avait été. Enfin, Alain Giresse ne voulait plus que cette personne écoute les matchs. Bon, enfin, voilà. Et moi, j'ai amené cette personne pour écouter les matchs, justement. C'est quelqu'un qui, pendant des années, m'a fait les fiches des rencontres et me mettait les résultats. Et quand j'arrivais à l'après-match, y compris les autres qui faisaient les autres secteurs du stadium, parce qu'à un moment donné, on était plusieurs à intervenir dans les différents trucs des partenaires, il nous donnait à chacun une fiche. Il y avait tous les résultats, avec le nom des buteurs, la minute, et il y avait le classement. Voilà, comme ça, on pouvait les donner direct. C'est Étienne. C'est un petit monsieur avec les cheveux grisonnants, hein, qui a un certain âge, que je tairai et que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Et qui m'a dit qu'il écouterait et qui lui m'a dit c'est terminé, il a voulu arrêter quand je suis parti, mais je lui ai dit non, on continue, c'était son plaisir. Lui au stadium, c'était sa maison, il a vécu, il m'a dit de me faire venir au stadium, tu m'as fait vivre, c'est parce que c'est moi qui l'ai amené, qui dit au club voilà, il va m'écouter les matchs, et après il est resté, il était les derniers temps, là, les dernières années, il était à la tribune là-haut avec le gars de la Sono. Il écoutait les matchs là, puisque au tout début, il était à côté de moi, assis à côté des joueurs là. Et donc, c'est le seul qui était encore cette année au TFC avec qui j'ai des relations, mais lui, je garderai toujours des relations. Sinon, maintenant, non. Non, après, j'ai demandé des nouvelles de Jacques Itelier, justement, mais j'ai pas de rapport avec eux, non. Terminé, tu avais dit dans une interview pour France 3, je ne suis pas un speaker à 120 millions d'euros. On ne va sûrement pas se souvenir de moi. Mais moi, j'ai envie de te dire que c'est faux. Parce que tu ne peux peut-être pas 120 millions d'euros, mais je pense que tous les supporters du TEF se souviennent de toi, ont une anecdote avec toi. Et je pense qu'on l'a tous remarqué quand on a annoncé que tu viendrais dans l'émission. Le nombre de messages qu'on a eu, de retours de personnes aussi qui suivent. Et moi, je tenais à te le dire au nom de tout le monde aussi que merci pour tout ce que tu as fait. Parce que on a connu le TEF, mais on l'a connu aussi grâce à ta voix. D'accord. Je voudrais juste dire un petit mot à quelqu'un qui m'a fait envoyer deux questions et je vais lui répondre en direct. Allez. Il m'a dit, est-ce que tu reviendrais au stadium? Il m'a répondu deux questions. Il m'a dit, est-ce que tu reviendrais au stadium et est-ce que 22 ans d'histoire au stadium, tu n'aimerais pas écrire un livre? La réponse à la première, sur le retour au stadium, oui, pourquoi pas, mais dans d'autres conditions. Mais un retour en tant que speaker ou supporter? Non, speaker, oui, mais dans d'autres conditions. Mais après, peut-être passer la limite d'âge. Et vous avez un jeune et c'est bien. Et quant à mon histoire, ouais, c'est peut-être dans les tuyaux. Voilà. Ça, c'est une exclue un peu. Oui, en fait, c'est une idée que j'ai depuis que j'ai été viré. C'est cette semaine de travail, c'est pas 7, le chiffre, 7 CE semaines de travail pour préparer l'émission où je me suis mis, c'est fait marquer, etc. Qui m'ont peut-être donné l'envie d'aller plus loin. Mais c'est pas du tout sûr, mais je dis why not? Il n'y en a pas beaucoup des livres sur l'histoire du TEF et je pense que ça pourrait être un classique. Ça peut vite devenir un classique pour tous les supporters violets. Hein. Si je fais quelque chose, je ferai un livre où forcément il y aura un lexique au fond avec tous les matchs auxquels j'ai participé, avec les résultats et les classements les saisons. Mais je voudrais faire surtout un livre qui parle de moi avec le TFC, c'est-à-dire mes émotions, les choses que j'ai ressenties avant le match, un peu ce que je vous ai raconté là, mais je vous ai raconté quelques anecdotes, mais elles méritent d'être développées en y mettant dedans mes émotions et la manière que je les ai perçues, parce que là, je les ai dites rapidement et il y en a plein d'autres. On n'a pas parlé des faits négatifs, effets marquants négatifs, mais la mort de Brice, voilà, forcément, hein, c'est quelque chose qui m'a touché. C'est l'anniversaire qu'on avait fait. Voilà, c'est
c'est des choses très, très, très douloureuses, même si je ne le connaissais pas personnellement. Mais voilà, je ne peux pas concevoir le sport et le football, aller dans un premier temps dans l'irrespect et après aller dans la brutalité jusqu'à la mort, quoi. C'est juste insoutenable. Voilà. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous remercie vraiment, vraiment, et j'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il en reste encore quelques minutes, ça va être rapide. Oui, mais dis-moi. Non, mais j'ai tout mon temps, moi aussi, je suis confiné, il n'y a pas de problème. Juste Camille, moi je regarde en même temps le fil Facebook. Il y a déjà des gens, je pense qu'il y a, je sais pas, 5, 6, 10, je sais pas combien de personnes qui sont prêts déjà à acheter le livre. Il n'est même pas écrit ni rien. Tu as la pression. Jacques, est-ce que quand on achètera le livre, il y aura en cadeau cette cravate qui était. Alors, excusez-moi, on est sur Facebook. S'il y a foutage de gueule, JP, là, ouais, c'était la cravate, oui, à l'époque. Oui. Elle est à la mode à l'époque, mais ça revient très fort. Hein, ça revient très fort. En parlant de William Prunier, là, vous voyez qu'il me prend dans ses bras parce qu'on vient de gagner un match et on était très potes avec William, etc. Et je l'ai retrouvé quand il est venu entraîner Colomiers et tout ça. Et quand il est venu, je l'ai retrouvé une première fois sur un match de coupe, un match amical qu'a joué le TFC au stade Michel Mendichou ici à Colomiers. Il était dans les tribunes, je suis allé le voir. Il était revenu ici parce que sa fille faisait ses études. Après, il a pris le club de Colomiers et du foot. Et William, vous savez que c'était un gros caractériel. William, d'ailleurs, quand il est re-signé au club, il était payé au match. Rappelez-vous, hein, c'était maintenant, quand j'entends des joueurs qui prennent des 1000 et des 100 et qui ne veulent pas baisser un tout petit peu leur salaire pour que les clubs puissent continuer à fonctionner, etc., ça me fait doucement rigoler. Lui, il est venu jouer, il a joué tous les matchs, il n'a pas été blessé de la saison. Hein, donc, il a dû gagner quand même sa saison. Et William était très caractériel. Et un jour, on perd. C'était des saisons catastrophiques. On perd, il sort du terrain très en colère, il met 2 coups de pied dans une bouteille, etc. Et au moment où il sort, moi j'étais dans mon trip de lui faire l'interview que j'avais prévue à l'après-match. Et je lui pose la question. Et je lui dis, William, tu viendras à l'après-match à l'interview? Là, il me prend par les bras comme ça, mais il m'a serré d'une manière. Et j'ai cru qu'il me mettait... Voilà, qui m'a metté une, quoi. Qui m'a metté une. J'ai dit, Jacques, t'es mort, quoi. Et il m'a soulevé comme ça. Il m'a reposé. Il est parti dans les vestiaires. Et après, il est venu à l'après-match. Il m'a dit, putain, je voyais rouge en sortant. Et toi, tu viens me demander si je veux venir parler à l'après-match devant les partenaires. Il m'a dit, j'ai failli t'exploser. J'ai failli t'exploser, mais après, il m'a dit, je me suis retenu. J'ai dit, t'as bien fait de te retenir. Voilà. Alors, c'est le quiz, c'est ça? Ouais, exactement. On finit toujours l'émission par le quiz et tu vas y participer avec nous si tu le souhaites. Oui, je le souhaite, bien sûr. Et ben, je passe le relais à Vincent, alors du coup. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Ouais, alors, ça va être un quiz thématique sur la Ligue 2, malheureusement. Ça va être sur la dernière saison du TEF en Ligue 2, donc la 2002-2003, et aussi un petit peu la prochaine. Pour ce quiz, il n'y aura pas d'équipe, ça va être chacun pour soi. Je vais essayer de compter les points un peu comme je peux. Je vous dirai juste au début si c'est rapidité ou tour de rôle, et sinon, allez-y, quand ça fuse. Allez, première question sur la Ligue 2 2002-2003. Donc, Toulouse termine premier, mais qui termine deuxième? Le Mans. Oui, Le Mans. Déjà un point pour… On va pas voir le jour si c'est ça. Bah, attends, rattrape-toi, on va voir si tu peux te rattraper. Quelle équipe finit troisième? Je le sais. Bah, dis-le. Metz. Oui, c'est Metz, effectivement. Il a bien révisé. Hein. Oui. Là, il y a des gros bras. Là. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, s'il y a plus de 5 points d'avance pour Jacques, ça va être Jacques contre le reste. Non. Sinon, on va pas y arriver. Je dirais. Non, on se joue, Jacques. Si, justement. Mais là, pas il n'a pas de faire le malin. Troisième question. Alors, cette Ligue 2, elle a une particularité. C'est même une première. Pourquoi? Elle est à 20 clubs. Elle est à 20 clubs, ouais. C'est parce que, attendez, c'est sur le nom, sur l'appellation. Elle s'appelle Ligue 2. Ligue 2 Orange. Ouais, c'est la Ligue 2. Et avant, c'était sa première Ligue 2, parce qu'avant, c'est la Division 2 encore. Ouais, avant, c'est la Division 2. Oui. Voilà, c'est la première année. Question numéro 4, donc sur les 20 clubs de Ligue 2 cette saison, donc en 2002-2003, combien sont encore pro aujourd'hui? Et ça va être un tour de rôle.
Ouais, vas-y, on va voir les classements, les gars. Allez, Un chiffre entre 1 et 20. je peux pas tricher, mais là, au bout d'un moment. Mehdi, t'inquiète, je les ai aussi. Moi, je dirais. Sur le groupe, moi, pas du tout, je triche pas. Ouais, d'accord. Ouais. Je viens d'écrire sur le groupe, regarde. Ouais. Tu sais que Vincent, on dirait un mec de BFM TV qui est sur une tempête, là. Le vent et tout. Alors, vous pouvez voir des cumulis ici derrière. Et... Donc, vous voulez un indice? Je sais pas, peut-être. Non, non, c'est bon. Moi, j'ai dit 8 ou 9. Je dis 8 ou 9. Ok, alors. 11. Quelqu'un Non, d'autre? 11. Je sais pas du tout, j'avais 2 ans, mais. Bon, pas bien. Mehdi? 7. Yves? 10. Camille? Une quinzaine. 15. Nathan? 12. Combien? 12. Ok, JB? 13. Combien? J'ai pas entendu, JB, t'as dit combien? 13. 13? Ben, t'as la bonne réponse, il y en a 13. Ouais, mais tu l'as interrogé en dernier, il fallait interroger en premier, il était sur le classement, je le il ferai a pas dit voir. ouvertement en plus, sans déconner, Vincent. Non, mais tu l'as laissé le temps de compter, je le voyais, il était là genre 1, 2, 3, 4. Non, mais il me paye pour ce quiz. Question, on va partir du principe qu'il y a 22 équipes en Ligue 2 l'année prochaine pour faire large, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, donc en comptant les 2 nationales et avec toute la Ligue 2 de cette année. Donc, sur les 22 potentiels de Ligue 2 l'an prochain, combien il était déjà en 2002-2003? JB en premier. Ah, je sais pas, 5, 6. Ok, Nathan? 9. Combien? 9? 9. Ok. Jacques? Je dirais 10. Camille? 5. Anthony? 7. Je sais pas si ça a déjà été dit ou pas, mais. C'est grave. 7. Ouais, Yves? pas grave. Très bien. 8. On l'ajoute tactique. Voilà, bien joué. Mehdi, pardon? Tu comptes de Toulouse dedans ou pas? Non, non, commence pas. Il est en train de regarder les réponses. Bah, c'est 4, alors moi je dis 4. J'ai pas de téléphone. Combien alors, Mehdi? 4. 4. Non, c'est Yves, tu as dit 8, c'est bien ça, c'est 8. Est-ce que vous pouvez les citer? On va voir. Le Mans. Merci à ceux qui ont dit 7 et 9. Euh, Il y a Nancy, sûrement. Nancy, Caen. Allez, si vous voulez faire, c'est plus simple. Alors, il y a Amiens, Caen, Châteauroux, Grenoble, Clermont, Nancy, Niort et Le Mans. Tu comptes Amiens, mais tu comptes pas Toulouse. Ah, non, c'est Bah, si, il les a compté aussi dedans. qui en a joué. Non, mais Camille, je vais te mettre -1. Ah, mais non, c'était déjà 0, pardon. À 0. Sur les 22 potentiels, encore une fois, il n'y en a que 3 que le TFC n'a jamais affronté à match officiel. Je dis bien officiel. Quelles sont ces équipes? Mehdi, pardon. Chambly. Oui, Chambly, c'est bon. J'ai entendu Rodez. C'est Nathan. Rodez. Et Pau? Non, Pau, on les a joués en national. On les a joués en national. Oui, les agents nationaux. Il y en a Non, Dunkerque. Non, Dunkerque, on les a joués. Premier match de Jacques. Ouais, c'est mon premier match. Il en reste un dernier. Très mal classé en Ligue 2. Le Mans, mais le nouveau club. Orléans. Non. Oui, Orléans. Non, sur Le Mans, j'ai pas été traître On a joué C'est mesquin parce que c'est l'ancien Mans qu'on avait affronté. Et Saint-Privé Saint-Hilaire, c'est comme Orléans, je suis désolé. Hein. C'est à côté, c'est pareil. Faut y être allé, c'est pas Orléans, Mehdi. Tu ne dors pas un déplacement. Alors, sur la base actuelle, donc Valenciennes est l'adversaire le plus éloigné. Mais si la montée de Dunkerque est validée, ce sera le plus long déplacement. Donc, à tour de rôle, vous allez me dire la distance à vol d'oiseau entre Toulouse et Dunkerque. C'est moche. Très moche. Tiens, Mehdi. 180. Combien? 80. 80 km? 1180. J'avais entendu pour te faire chier. JB. 973,8 km. C'est précis. Nathan. 972 km. Jacques. Je dirais 925,5. Camille. 973. Yves. 971. Anthony. 974. Et le plus bas, je crois, c'était Jacques, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et c'est le plus proche, puisque c'est 830. Non, je suis sur Google Maps là.
Ah, moi, j'étais sur une appli. J'étais sur une appli à vol d'oiseau. J'avais Un vol d'oiseau, il t'a dit. Un vol d'oiseau, pas. D'ailleurs, JB, la vol de réponse, il mériterait un point à moins là. Je laisse parce que c'est Jacques, je laisse le point, Jacques. Désolé, mais je marque mon 3e point, les gars. Voilà. Ouais, mais 22 ans de carrière au TEF aussi, là. C'est ça. On va revenir sur la saison 2002-2003. On va parler du TFC. Donc, on se rappelle, le meilleur buteur du TFC cette année-là, c'est Cédric Fauré. Mais qui était le deuxième? Anthony Breza. Oui, Anthony Breza. Bonne réponse. Ouais, Combien de buts? 8. En Ligue 2, moi, en Ligue 2, j'ai 6 buts. Après, peut-être qu'il a marqué en coupe, je t'avoue. Hein, sur cette saison, qui était le plus jeune joueur de l'équipe à avoir joué un match? Pardon? Congrès. Non. Cardi. Cardi. Non, pas Cardi. Ndoye. Non. Un peu plus jeune. Amama. Il avait 18 ans. Il a été titulaire à 30 reprises en Ligue 2. Et il est resté quelques années au TEF. Non. Blaillac. Non. Issoudao. Non. Bonnet. Prasitarat. Thibaut Giresse. Cette génération-là, en tout cas. Sylvain Didot. Akar. Non. Achille Mana. Non. Lucien Aubé. Oui, Lucien Aubé qui l'a dit. Moi, je l'ai dit avant. Je l'ai dit il y a 15 ans. Ah bon? Mehdi, Excuse-moi. Je vous jure que je l'ai dit il y a 15-20 secondes, Vincent. Mehdi, je te laisse le point. Merci, Jacques. On va regarder la C'est barre. Jacques qui décide à qui il donne les points, les gars. Mehdi escroc parce que personne t'a entendu. Hein. Non, mais je l'ai dit, je dis OB et je dis en même temps une connerie, je crois que je dis Ebondo, j'en dis plusieurs d'affilée. Oui, c'est ça. Moi, j'ai entendu ce que tu as dit, Mehdi, tu as dit OB, c'est pas facile. Ah, voilà. Allez, on va passer à la suivante. Le plus vieux buteur de l'équipe cette saison. Bancarel, non? Bancarel. Le plus vieux. Prunier. Oui, c'est Prunier. Prunier marque un but cette saison-là. Ah, ouais. À 35 ans. Effectivement. M'en fous, j'avais la même réponse que Jacques. Allez, sur les 28 joueurs pro cette saison, 23 ont joué au moins un match. Je parle de la Ligue 2 encore une fois. Il y a certains joueurs qui ont pu jouer en coupe. Il y a 2 joueurs qui sont encore en activité aujourd'hui parmi tous ces joueurs. Congrès. Alex Bonnet. Mais Congrès, il n'était pas dans l'effectif, les gars. Ah ouais? Non. Congrès n'était pas. Congrès, c'est bien plus tard. Hein. Tu peux répéter ta question? Julien Cardi encore et Alexis Romao. Il y a 2 joueurs. Alors, Romao, oui, c'est bon. Il est à Reims. Cardi, il y a Pardon? Cardi, il est à la retraite. Il est à la retraite. Il y a un autre joueur qui joue à l'époque, qui joue encore aujourd'hui. Blaillac. Tout à l'heure. Blaillac. Non. Bonnet, non? Non, il n'était pas Bonnet. Ndoye. Non, mais un joueur évident qu'on a reparlé dans l'actualité du TEF il n'y a pas si longtemps. Non. Et Mana? Oui, c'est Mana. C'est Mana. Achille. Achille Mana. Oui. Il joue vrai encore. qu'il joue toujours. Il joue en Espagne. Il voulait revenir au TEF. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a encore dans l'actualité. Dans l'effectif de cette année-là, il y a 4 joueurs qui ont disputé plus de 200 matchs dans leur carrière au TFC. Est-ce que vous êtes capable de m'en citer un des 4? Revaux. Ouais, Revaux, c'est bon. Prunier. Oui, Prunier, non, il n'a pas les 200 matchs. Diaz, oui, c'est bon. Bancarel. Achille Mana. Oui, Emana, c'est bon, il en manque un. Dao. Il a été cité par Mehdi en début d'émission. Je l'ai dit OB. Non. Pour tes latéraux. OB. Congrès. Ebondo. Le classement, on a Diaz 212 matchs, Ebondo 215, Revaux 219 et Emana 254. Allez, pour terminer, je vais vous donner donc des parcours de club. Et donc, c'est des joueurs qui ont joué au TFC pendant cette saison-là et vous devez les retrouver. Donc, je vous donne les clubs, des indices et vous devez les retrouver. La concentration de JB, quoi. Alors, on va commencer. Donc, Toulouse, Châteauroux, Ostende, Cannes, pardon? Ah, je crois que c'est dit. Colomiers et Stirling Albion en Écosse. Romao. Non. Attends. Alors. Meunier? Non. Alors, il fait un indice. Aurélien Mazel. Mazel. Oui, c'est Aurélien Mazel. Bien joué. Camille et Jacques l'ont retrouvé, oui.
Alors, deuxième joueur. Donc, ça va aller vite, je pense, celui-là. Toulouse, Lens, Portsmouth, Rennes, Sivasspor et Nicosie. Et Reims, pardon. Romao. Il a été cité il n'y a même pas 2 minutes. Hein. Lucien Aubé. Oui, Lucien Aubé. C'est Lucien Aubé. Rennes, c'est vrai, Rennes-Lens, Aubé, putain. Il part direct à Lens après nous. Hein. Et à Lens, ouais. Alors, pareil, c'est un joueur qui a déjà été cité tout à l'heure. Toulouse, Metz, Tours. Cardi. Oui, c'est Cardi. Ouais, Cardi. Là, ça allait vite. Là, ça a fusé. Allez, 2 derniers pour terminer. Alors, Toulouse, Lorient, Reims, Skoda, Chianti en Grèce, Sivasspor, Étoile du Sahel, Com, Parme, Gorica en Slovénie, Sofia en Bulgarie, Rodeo et Blagnac. Ah si. Qui c'est qui a fini à Blagnac? Mais non, mais il est passé au Rodeo. Attends, putain, le Rodeo, je sais. Né à Lavore, formé à Castelmourou, à Toulouse. Taider. International espoir. Oui, Taider. Putain, Bien voilà, joué. merci. C'est ça, Nabil Taider. Putain, je le savais. Allez, et pour terminer, un dernier. Donc, né à Millau, formé au TFC, Bordeaux, Caen, Guingamp, Sion, Créteil, Ajaccio et fait de carrière à Toulouse. Pardon? Oui, Bancarel. C'est Bancarel, c'est bien ça. Voilà, c'était ma dernière. Moi, dans mes scores, c'est Jacques qui gagne, mais c'est serré. Oui, je pense qu'en de toute façon, quoi qu'il aille, on va laisser la victoire à Jacques. Hein. Bravo, Jacques. Non. Bravo, Jacques. Bah si, t'as 4 points. On n'a pas besoin de lui laisser, il l'a prise. Oui. Voilà, c'est ça. Il est généreux. Il fait le généreux, genre cadeau, vas-y. Et c'est lui qui dit je pense que c'est Jacques qui a gagné. Je reprends juste ses mots. Hein. T'as pas suivi le quiz, ça se voit qu'il est large devant quand même. Fatigué. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Bon les amis, on va terminer cette émission, mais avant on a une petite info pour terminer, JB. Ah oui, alors j'ai reçu une info pendant l'émission. Donc, on va le sortir sur le site lesviolets.com. Accord moral avec le TFC pour que Max-Alain Gradel parte contre 1 million d'euros. Ça a été négocié déjà l'an passé. Il y a des échos comme quoi il est annoncé du côté de Lens. On se dirigerait, en tout cas, la priorité de Max-Alain Gradel, c'est plutôt un club exotique. Voilà. Ouais, ça va partir au Qatar ou en Chine, quoi. Plutôt un club, quoi, tu as dit? Exotique. Exotique. Enfin, c'est la priorité de Max-Alain Gradel, mais en tout cas, il y a un accord moral depuis 1 an avec Max-Alain Gradel et Olivier Sadran pour qu'ils partent 1 million d'euros. Ok, bon, bah, merci pour la petite info. Ça rajoute la petite liste qu'on a fait pendant l'émission. On va remercier tout le monde. On va d'abord remercier Jacques d'avoir participé avec nous dans cette émission. C'était vraiment un grand plaisir, un grand honneur de t'avoir parmi nous. Merci à vous, merci de votre invitation. On va remercier du coup les Violets avec Anthony et JB, la feuille de match avec Nathan, Mehdi et Vincent, la diste avec Yves. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur Facebook parce que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est chouette. On vous donne bien entendu rendez-vous samedi prochain, 17h. On oublie le match de Canal+, de toute façon il n'y a pas de match. C'est la F2M Toulouse, vous allez sur la page lesviolets.com. On est là pendant 1h30, 2h, plus 2 heures en ce moment parce qu'on a des gens qui parlent et ça, du coup c'est encore mieux. On vous souhaite un très très bon week-end, une belle semaine. Prenez soin de vous. Encore un grand merci, Jacques. Merci. Pour cette émission. À samedi prochain, je suivrai l'émission samedi prochain, vous inquiétez. Pas de souci. À samedi prochain, Jacques. Merci les gars pour tout ce que vous faites. Hein, c'est super. C'est gentil. Merci beaucoup. Salut à tous. Très bientôt tout le monde. Ciao, bon week-end. Ciao.